moi c'est Julien.com. Vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seule sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Et salut les amis, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Garage.com que je vais avoir la chance de co-animer avec Rémi Boudoul, passionné de sport mécanique et auteur de plusieurs biographies, notamment celle de Charles Leclerc, Fabio Quartararo ou encore Ayrton Senna. Salut Rémi. Salut Julien, merci pour l'invitation. Alors le podcast aujourd'hui sera un petit peu différent du format habituel. Nous allons bien évidemment parler du parcours de Rémi, mais également de la trajectoire de deux pilotes emblématiques, Charles Leclerc et Ayrton Senna, et ce à travers l'expertise et les connaissances de Rémi sur le sujet. Alors avant toute chose, on va parler quand même du lieu qui nous accueille, parce que c'est quand même un endroit absolument incroyable. Nous sommes chez Rebellion Motors, donc juste au-dessus de Lausanne, donc canton de Vaud en Suisse. C'est un garage automobile qui fait de la préparation, réparation, restauration et vente de véhicules sportifs et haut de gamme. C'est aussi un musée à la gloire de feu Rebellion Motorsport, donc qui quand même s'occupait, c'était une team de course qui faisait de la LMP, qui faisait plusieurs compétitions à divers niveaux, qui a fait rouler des gens comme Nicolas Prost, comme Bruno Senna, donc vraiment, et puis ponctué aussi de victoires. C'est aussi un incroyable showroom au rez-de-chaussée avec tout un tas de magnifiques voitures à vendre. Et ils nous ont fait vraiment la joie et l'immense honneur de nous mettre une Formule 1 juste à côté, étant partenaire de Sauber Stake maintenant. La Formule 1 de Valtteri Bottas. Donc c'est plutôt incroyable comme environnement. Donc on les remercie vraiment chaleureusement de nous avoir accueillis. Là on est vraiment dans de bonnes conditions pour parler sport automobile et particulièrement Formule 1. Alors Rémi, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus en détail ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 40 ans. Je suis effectivement, j'ai écrit des biographies. Je suis devenu un petit peu écrivain comme ça sur le tard, on va dire. Tout comme j'ai été aussi pilote de course à un moment donné dans ma vie. Ça commence à remonter, mais voilà. Comme formation, t'as quoi ? Comme formation, je suis ingénieur en fait, ingénieur. Et puis après, j'ai bifurqué en prof de maths. Voilà, okay. Donc assez scientifique, on va dire de base. Ouais. Et tu résides où ? Je réside près de Besançon, Okay. À Ornans, dans un petit village tranquille. Frontière suisse sur le haut, quoi. Ouais, voilà, pas loin de la Suisse, ouais, tout à fait. Très bien, impeccable. Parcours scientifique, une tête bien faite. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, un petit peu de tes premiers contacts avec la passion automobile, un petit peu savoir dans quel environnement tu as grandi et comment t'es venue cette passion pour l'automobile ? Ouais, j'ai une petite anecdote justement, c'est que anecdote que j'ai découvert très récemment, c'est que je suis né le jour où Ayrton Senna a fait son premier Grand Prix en Formule 1 en fait, donc c'était le 25 mars 84. Incroyable. Voilà, donc jour de ma naissance, et mon père, c'est vrai que plusieurs années après ma naissance, j'avais appris que il avait dû se dépêcher pour aller à la maternité en fait, et lui qui était fan de course auto, il n'avait pas pu regarder le Grand Prix. Il m'avait dit un peu en rigolant, à cause de toi, j'ai pas pu voir cette course là du Brésil qui était apparemment super en plus, donc voilà. C'était au Brésil en plus. Ouais, c'était au Brésil à Jaracapuega, j'arrivais pas trop à prononcer, mais ouais, c'était au Brésil. La première course du championnat, ça démarrait à cette époque là, c'était souvent le Brésil en fait, donc ouais. Donc un père passionné de sport auto déjà. Ouais, passionné. Alors passionné, il a pas non plus roulé en tant que pilote, mais c'est vrai qu'il adorait ça. En tout cas, on regardait beaucoup les Grands Prix à la télé du temps où c'était encore sur TF1 en fait, tout simplement, c'est-à-dire sur la chaîne nationale, chose qui est plus actuellement. Donc c'est vrai qu'il y avait un engouement à l'époque qui était assez particulier, assez sympa. Enfin, en tout cas, c'était vraiment une époque, je pense, totalement différente de maintenant, où il y avait peut-être plus d'accès.
Parce que je me souviens que quand j'étais petit, ouais, mon père il me racontait vraiment que lui il arrivait à, comme on habitait pas loin de Dijon, il arrivait à aller sur le circuit en fait où il y avait la Formule 1 à l'époque, sur le Grand Prix de Dijon, sur le circuit de Dijon, et ouais, il arrivait à presque aller dans les stands, voir les pilotes de Formule 1, les côtoyer, vraiment voir comment ça se passait, et ça lui a vraiment mis des étoiles dans les yeux, je pense, à cette époque-là, et puis il a réussi à me transmettre ça, je pense. Ouais. Ouais, donc ça a commencé par des Grands Prix de F1 le dimanche à la télé. En fait, c'est ça, ouais, le dimanche à la télé, tout à fait. Et puis aussi lui qui avait une espèce de petite frustration de ne pas avoir été pilote de rallye. Donc des fois sur la route, il envoyait un peu. Donc moi j'étais derrière et j'étais là, je regardais ça avec des grands yeux à côté de lui. Et puis aussi ouais, de voir dans les Grands Prix à la télé, c'était aussi les premières images en fait finalement des Grands Prix à peu près à cette époque-là. Enfin, c'est Bernie Ecclestone qui a finalement lancé. C'est grâce à lui qu'on doit toute la médiatisation qu'il y a autour de la Formule 1 en quelque sorte, toutes les images qui sont arrivées à peu près à cette époque-là, enfin on va dire à peu près 10 ans avant, mais qui commençaient à se développer de plus en plus, notamment les caméras embarquées, parce qu'avant il n'y avait pas de caméras embarquées finalement, donc on voyait ça depuis l'extérieur dans les années 50-60, et puis dans les années 80, les caméras embarquées, enfin, je trouve que ça a vraiment révolutionné l'image, ouais, et puis la sensation, la représentation qu'on pouvait se faire de qu'est-ce que c'est que de conduire une voiture qui a des capacités aussi phénoménales, des puissances enfin, qui est monstrueuse, quoi. Donc, je me rappelle les premières caméras embarquées, ça sautait à peu près à chaque bosse, ouais. Mais c'était d'une violence inouïe, parce qu'il y avait zéro stabilisation sur les caméras. Ouais. Donc en fait, on ressentait encore plus que maintenant. Quoique les caméras qu'ils ont dans le casque, elles sont pas trop mal, elles sont ultra immersives, mais les caméras vraiment de production, celles qui sont fixées aux voitures, elles sont trop lisses pour moi. Elles sont stabilisées, elles sont belles, c'est beau. Mais effectivement, les vidéos embarquées de l'époque, mais c'était une dinguerie. Tu te disais, les gars, mais comment ils font pour tenir 60 tours là-dedans? C'est un enfer. Souvenir-là. Puis en plus, avec les moteurs qui allaient avec, on était à une époque où c'était les moteurs les plus puissants de la Formule 1. Enfin, le moteur le plus puissant de la Formule 1, c'était un moteur de 1500 chevaux qui avait été fait par BM, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh la vache. Mais il faisait ça juste pour les qualifs. Et en fait, le moteur, il tenait 2-3 tours. Si tu roulais plus avec, en fait, il chauffait, il pétait dans tous les sens. Ouais. Ils arrivaient au bout de 3 tours, ils refroidissaient ça avec des trucs spéciaux, je sais plus comment, mais c'était une dinguerie. 1500 chevaux, ça n'a plus jamais été reproduit. Ouais. Ils sont à quoi maintenant, 800, 1000? Ouais, ils sont plutôt dans les 800 000, je crois. Ouais, ça s'est un peu calmé, ouais. Bah oui, il y a eu des réglementations parce qu'en fait, ça devenait tellement puissant qu'il y a certains pilotes, je sais plus si c'est René Arnoux ou je sais plus quel pilote, qui disait à un moment donné, ça devient tellement puissant qu'on n'est plus capable de maîtriser et on se met en danger, quoi. Ouais. Donc, c'est Balestre qui a commencé à réduire, alors je sais plus en quelle année, mais dans les années 87-88, il a commencé à imposer les réglementations pour réduire le turbo et réduire la puissance parce que ça devenait trop une dinguerie, quoi. Ouais. Et puis après, il n'y avait pas trop de problématiques d'argent encore à l'époque, mais après, la réglementation a fait que, voilà, pour qu'il y ait un certain équilibre quand même, en fonction des budgets, ils ont essayé de pondérer un peu ça et de brider d'année en année pour pondérer un petit peu les budgets, parce que là, c'était à celui qui avait le plus de pognon, qui pouvait le plus innover, sortir les plus gros moteurs. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà, ça s'est un peu calmé. Je me rappelle qu'à une certaine époque, on avait aussi des F1 à 6 roues. Ouais. C'était vraiment... c'était bien parce que c'était l'ère de la F1 de l'innovation, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais aussi un poster. Enfin, j'avais chez ma grand-mère, il y avait un poster. Alors, je sais même pas si c'était à mon père, à son frère, à je ne sais qui, mais avec la Lotus, qui ressemblait comme un avion, en fait, un biplan avec 2 ailerons comme ça, un en haut, un en bas. Et t'avais l'impression que c'était un avion qui allait décoller. En fait, non, c'était une Formule 1. Donc, il testait des choses. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était incroyable. Donc, ok, ton père avait un véhicule particulier, sportif, sympa, il roulait dans quelque chose qui t'a marqué? Lui, il roulait, il avait son truc, c'était les Jaguars, donc il avait une Jaguar, une Type S, pas mal. Confo, sympa, mais qu'il aimait bien pousser aussi, donc c'était... Ouais, sympa, déjà c'est un véhicule passion. Ouais, voilà, un véhicule passion. Ouais. Cool, ok. Toute ta période collège, est-ce que tu en gardes des souvenirs particuliers? Est-ce que tu avais une 103? Est-ce que tu avais une MBK 51? Ouais, c'était la période où, c'est marrant que tu me poses cette question, les périodes collège, c'était la période où j'avais des potes qui trafiquaient des mobylettes, en fait, qui voulaient m'intégrer dans des trucs de trafic de mobylettes, je me souviens, il y en a un d'eux d'ailleurs qui m'avait donné, moi j'étais déjà fan de Formule 1, et puis je lui avais échangé une photo de Senna qu'il avait récupéré je sais pas où, dédicacée. Ah ouais? En fait, je croyais que c'était ça, mais en fait non, c'était Prost, donc il s'était gouré. Donc j'ai une photo de Prost dédicacée, mais j'ai aussi une carte postale de Senna qui date de cette époque-là, et je sais même plus contre quoi je lui avais échangé, mais je me souviens que c'était un gars qui faisait des trucs de mobylettes, qui réparait les moteurs ou les pistons, je sais plus ce qu'il faisait, mais c'était sympa. Ouais. Et c'était
C'est à cette époque-là où tu as commencé à faire un petit peu de karting, quelque chose Alors non, moi j'ai vraiment commencé sur le tard en fait. Alors ouais, je faisais un peu de mobilette des fois derrière la mobilette des copains, mais karting non, j'ai vraiment commencé plus tard au collège. Déjà mon père avait, bon, on n'avait pas non plus, on n'était pas, je viens pas d'une famille ultra riche forcément, donc ça coûtait cher. Le karting ça coûte cher et je pense que c'est plus facile quand on vient d'une famille peut-être qui a déjà un père qui a déjà piloté. Il va mettre plus jeune son enfant dans un karting ou dans un bolide. Moi, mon père, il avait jamais fait de course, donc il hésitait peut-être avant de me lancer. Et il m'a lancé vraiment plus tard. J'ai eu mon premier kart de compétition vers 18 ans, je crois. T'avais fait un peu de loisir avant Par contre, quand même? Oui, j'avais fait du loisir effectivement avec des potes, avec un pote de collège d'ailleurs. Effectivement, maintenant que tu me le dis, j'ai ce souvenir-là. Mon premier karting, c'était en loisir avec lui et je me souviens qu'il avait toutes les vidéos de l'année 97 de Formule 1, je crois, ou je sais plus quoi. On avait regardé ça chez lui. Puis il avait un livre aussi qui m'a marqué. C'était un livre qui avait dû être fait par Renault sur les trajectoires des pilotes de course. Et moi, comme j'étais à fond dans le pilotage, j'avais bu ce livre et je me souviens d'un truc, notamment la trajectoire à la Collard. Qui consistait, je sais pas si tu connais, mais en fait l'idée c'est de freiner assez tard dans le virage et de pas prendre le point de corde, en fait d'attendre un peu pour plonger dans le virage, faire un espèce de V avec ta voiture, donc faire pivoter l'arrière, et puis comme ça tu prends pas le point de corde, mais ça te permet de réaccélérer plus tôt et plus droit dans le virage en fait. Et comme ça, s'il y a une longue ligne droite derrière, en fait tu peux, t'étais un peu plus lent dans le virage, mais par contre derrière dans toute la ligne droite, tu arrivais à avoir plus d'élan et en fait à gagner un peu de temps. Donc ça s'appelait à l'époque la trajectoire à la Collard. D'accord. Et ouais, le genre de truc que j'avais découvert au collège, quoi, avant même de piloter quoi que ce soit. Donc ta première fois sur un karting, même de log, ça a dû te faire quelque chose quand même alors, hein? Ouais, complètement. En fait, je me souviens très bien de ce premier moment et d'ailleurs j'avais à cœur aussi de le décrire un peu dans les livres que j'ai écrits. Ah, tu l'as décrit, ok. Ouais, carrément, j'ai décrit ça. J'aime bien parce que finalement tous les pilotes, que ce soit Ayrton Senna ou Charles Leclerc ou la plupart des pilotes, de toute façon ils ont commencé par le karting, donc ils ont forcément vécu ces sensations au début, de se retrouver dans un kart de log où tu sais pas, t'essaies de freiner, t'as l'impression que c'est lourd, tu connais pas l'adhérence, t'essaies de maîtriser ton véhicule, d'aller le plus vite possible. T'as toujours un mec qui est le champion de la piste qui te double, tu te dis merde comment il fait lui, et puis tu te dis faut que j'arrive à faire pareil. Enfin, c'est marrant. Ouais. Ah ouais, c'est l'apprentissage de la compète, hein. C'est la compète accessible, hein. C'est la compète pendant 10 minutes. De toute façon, même le père de Philippe Bianchi, il disait que le kart de loc, pour lui, c'est une très bonne école. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a à cœur de faire. Là, il a fait une course à Nice avec des cartes électriques de détection le volant Jules Bianchi, il a organisé ça. Mais il disait que effectivement, pour lui, le kart de loc, c'est une très très bonne école parce que vu qu'il n'y a pas de puissance, et c'est ce que dit Jules Bianchi aussi, vu qu'il n'y a pas de puissance, ça t'apprend à être très fin sur ton pilotage, très rigoureux. Pas perdre d'élan. Clairement. Pas déraper, pas perdre d'élan. Et voilà, Puis comme c'est souvent des saucisses, faut pas se mentir, ça t'apprend aussi à t'adapter d'un kart à l'autre. Parce que les karts de loc, t'as le 7, il va bien, tu montes dans le 4, tu comprends pas, c'est une saucisse. C'est ça. Donc faut s'adapter. Et ça, je pense qu'effectivement, ça te forge quand même une petite habitude à t'adapter et c'est quand même pas mal. Non, mais le kart de loc, c'est cool quand même, on va pas se mentir. Moi, j'appelle ça des merguez, mais... Oui, c'est pareil, hein, et moi j'appelle ça comme ça aussi. Permis. Première voiture... C'était quoi ta première voiture? En fait, c'était avec ma première paye que je me suis acheté une première voiture. C'était une Alpha 147. Pas mal. La 150, la 150 chevaux, donc la plus puissante, donc c'était cool. Première voiture quand même sympa? Ouais, super sympa, okay. Surtout que je l'avais un peu programmé je l'avais passé à 200 chevaux, donc ça envoyait pas mal. Ça allait. Toi, t'as tout de suite été piqué vraiment compétition automobile. Ton objectif, c'était de faire de la compète. C'était pas forcément d'avoir une belle voiture dans ton garage. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai toujours été plus attiré vraiment par le pilotage pur que par les belles voitures. Ouais, le sport, quoi. Vraiment le sport et le pilotage. C'était vraiment ton truc, ça. Ouais, okay. C'était vraiment ça. Ouais. Ok. Parallèlement à ça, là, à ta début de vie d'adulte, tu commences à mener des belles études. Ouais. T'as fait quoi comme formation, comme cursus? En fait, c'est vrai que j'ai eu mon premier kart quand j'étais en prépa maths physique. Donc c'est vrai que j'ai dû gérer les deux. Et Dieu sait qu'en prépa, quand t'es en prépa de maths physique, t'as beaucoup de cours et t'es un peu noyé sous les cours. Mais de toute façon, moi, j'étais pas capable, après les cours, j'étais pas capable de réviser. Donc le soir ou le week-end, il fallait vraiment que je décompresse. Okay. Donc le soir, je faisais du skateboard et le week-end, dès que j'avais mon premier kart, j'étais fourré toujours sur les circuits, en fait. Ça c'était ma soupape de survie, on va dire, en quelque sorte. C'était quoi ton premier kart? C'était un Formule FFSA, c'était vraiment le truc basique, un 100 cm3 basique de temps. C'était à l'époque la formule la plus économique, m'avait dit le directeur du circuit. Moi, j'y connaissais rien en fait, donc j'avais fait confiance totalement au directeur de circuit de mon coin, de mon bled, quoi. Pas de boîte?
Non, il n'y avait pas de boîte, c'était vraiment un 100 cm3 accélérateur frein. Ouais, très bien pour commencer. Très bien pour commencer, ouais. Moi, j'ai fait d'ailleurs toute ma carrière de karting en fait là-dessus, ouais, pendant 4 ans. Et ouais, non, c'était vraiment sympa. Il y avait des bonnes compétitions, des bons challenges, enfin des concurrents. Ouais, franchement, c'était une bonne école. Ouais. C'était un championnat régional? Alors j'ai commencé en régional, ouais, j'ai commencé en régional, à l'époque j'étais dans le nord de la France, donc, mais cela dit, dès ma première année, mon directeur de course, comme j'avais roulé comme un acharné tout l'hiver, en fait il a halluciné parce que même une fois où c'était gelé, je venais rouler, il n'y avait personne au club, il y avait presque de la neige, enfin moi j'avais les doigts gelés mais j'en avais rien à foutre, j'y allais quoi, je tournais sur la piste mais comme un fou, dès qu'il pleuvait, en fait un peu comme Senna, en fait c'est ce qu'il faisait quand il était jeune, dès qu'il y avait un temps dégueulasse, moi j'étais sur le circuit alors que les autres ils étaient pas, j'étais tout seul sur la piste. Et je me souviens qu'un jour, le directeur, il a halluciné parce que c'était vraiment au tout début que j'avais mon kart. Au bout de 5 tours, ou même pas, c'est au bout du premier tour, je crois, je rentre et j'avais plus de frein en fait. Et je me dis merde, il y a un problème. Et je rentre. Puis là, il y a le directeur du circuit qui arrive. Il arrive près de mon kart. Et puis, il regarde, il inspecte et tout. Puis il fait bah, les câbles, ils ont gelé. Et puis je fais ah bon? Ah oui. Il fait bon bah, c'est mort, faut arrêter, faut attendre que ça dégèle. Ah oui. Et ouais, j'en étais là. Ouais, j'étais assez acharné. Ouais. Vraiment passionné quoi. Ouais. Et passionné. J'ai un côté un peu quand je me plonge dans quelque chose, je me mets vraiment à fond dedans. Donc j'ai un peu ce côté-là et du coup et ça, c'était vraiment quelque chose qui... En fait, pour moi, le karting, mais le sport automobile de manière générale, c'est quelque chose... C'est un peu ce que disait Ayrton Senna, en fait, finalement. C'est que c'est quelque chose qui te développe tes compétences à la fois de l'esprit et à la fois du corps. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complet. Enfin, c'est un sport hyper complet. Parce que ça développe, en fait, toutes tes capacités, en fait, aussi bien mentales que physiques. Et je trouve ça hyper intéressant, cette association des deux. Dieu sait si le karting, surtout dans ces catégories-là, c'est quand même relevé. Tu as réussi à faire quelques bons classements au cours de ces années-là? Bah ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que donc, dès cette première année, moi j'étais parti pour me dire bah, je fais des championnats régionaux, c'est tout. Et en fait, j'avais dû avoir mon kart en novembre, je dis quelque chose comme ça. Et en mars, déjà, le directeur du circuit il me dit tiens, bah, y a la Coupe de France qui va avoir lieu en mai ou en juin, je sais plus. Et il me dit faut que tu y participes. Moi je lui dis mais comment ça, je suis débutant, je vais pas me mettre en Coupe de France dès ma première, j'ai fait 3 mois de kart, tu vois. Et il m'a encouragé, il m'a dit si, il faut que tu participes, machin. Puis il me voyait tourner, il voyait quand même que ça, bon, peut-être ça enquillait un peu quand même, et que j'avais peut-être un peu de potentiel. Du coup, je me suis dit, bon, allez, bah, je m'inscris, ouais, ok, pas de souci. Donc, puis c'est vrai que c'est incroyable de se retrouver à faire sa première Coupe de France. Et je me souviens qu'en fait, ce qui a déclenché tout, je pense, et aussi ce qui a fait que mon père, il a cru en moi beaucoup, et qu'après, j'ai pu trouver plus tard des sponsors et tout, c'est vrai que dès le début, en fait, je me souviens du premier warm-up, enfin, mon kart à l'époque était mal réglé, et je savais pas pourquoi. Donc j'avais du mal, mais par contre au warm-up, c'était le dimanche matin je crois, ou non le samedi matin avant les qualifs, on était arrivé à 8h du mat, la piste était super fraîche, et en fait dans ces conditions ça glissait un peu plus, donc ça gommait les désavantages de mauvais réglage de mon kart je pense, et en fait j'ai fait le 3e ou 4e temps je crois, sur toutes les poules, donc il devait y avoir une centaine de candidats, enfin une centaine de concurrents. Et mon père, en fait, il hallucinait, quoi. Et moi, je me rendais pas compte au début, tu vois. Et quand il m'a dit t'es 3e et tout, je fais ah bon, je suis 3e. Et c'est là où, en fait, ouais, ça a commencé comme ça, je pense. Où je me suis dit, ouais, j'ai peut-être quelque chose. Et après, j'ai cru en moi et je me suis dit, bah voilà, je vais continuer vraiment là-dedans à fond, quoi. Donc là, tu partais sur les week-ends de course avec un camion, un petit camion avec ton père? On avait vraiment les équipements Minimo de chez Minimo. On avait une pauvre remorque derrière une Skoda. On avait une caisse à outils, c'était même pas fermé, on avait une tente. Alors souvent on essayait de se greffer à des structures pour avoir un peu de matos parce qu'on manquait de matos aussi. J'avais pas la chance de faire partie de ceux qui ont des cadets par exemple maintenant qui arrivent avec 10 moteurs, 10 carbus. Non, moi j'avais un moteur, un carbu. J'avais que ça et j'avais mon kart qui était un peu une merguez ou une saucisse comme on disait quoi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ouais, donc t'as fait quand même. Au niveau du budget, c'était un peu dur. T'as fait quoi? T'as fait 3 ans alors En fait, j'ai fait 4 ans donc dans cette catégorie. À 4 ans quand même. Ouais, à chaque année, j'ai fait les Coupes de France. Alors, je pense que j'aurais pu avoir le niveau pour la gagner, mais les circonstances ont fait que non. Il y a une année où j'ai fait les meilleurs temps et j'ai eu un problème de câble, voilà, enfin différents problèmes, mais ça marchait bien. Ouais, sur la fin, ça marchait vraiment fort. Enfin, j'étais régulièrement dans les top, dans les top 5, on va dire. En général, ouais. Est-ce que tu as fait des rencontres intéressantes au cours de ces 4 années, peut-être avec un pilote C'est là où je me suis aperçu que le sport auto, c'est un monde quand même très individualiste et quand même très dur. C'est très dur de se faire des amis. Alors j'ai eu la chance quand même de faire une rencontre, oui, avec un pilote que j'appréciais beaucoup, qui roulait avec moi, avec qui on s'entendait bien, on pouvait rigoler et on se partageait un peu les réglages et tout.
J'ai fait aussi la rencontre, finalement une rencontre qui s'avéra après assez importante pour ma carrière, de Fabien Rosier, qui a quand même fait Le Mans une année, tu connais? Oui. Ouais. Il a fait Le Mans, lui, les 24 heures du Mans une année en LMP2. Mais à l'époque, je ne savais pas ce qu'on allait faire comme carrière. On était tous les deux des morveux, on va dire, enfin des petits bitards, entre guillemets, en karting. Et ouais, je l'ai rencontré à cette époque-là, et lui, il était tout aussi acharné que moi, donc c'était assez marrant, sauf qu'à l'époque, on était vraiment en compète. Mais on a fait ensemble le volant assez haut, parce qu'on voulait passer l'étape au-dessus du karting, tous les deux. On voulait passer en monoplace, en Formule 4, et quand t'as pas d'argent, le seul moyen, c'est de faire des volants. Des volants, comme des tremplins, quoi, en musique. Hein. Donc tu payes, au lieu de payer 60 000 € ta saison, tu payes 3 000. Enfin, à l'époque, j'avais fait le volant assez haut, c'était 3 000 €. Donc tu payes 3 000, tu fais une compète, et puis si tu gagnes 60 000 €, quoi. Tu gagnes la saison complète. Enfin, je dis 60 000, c'était à l'époque, maintenant c'est encore plus cher, la Formule 4. Mais voilà, donc on a fait ça tous les deux. Et on allait s'entraîner tous les deux au même circuit, c'était le circuit du Laquais avec Kevin Estre, je sais pas si tu connais. C'est mon pilote favori, donc c'est un alien. Ah ouais, ce mec-là, il est incroyable. Il est ouf, il était ouf. Moi je me souviens, quand j'allais là-bas au circuit avec le père, je me souviens le premier jour, il m'engueulait, il était là avec son café, et comme j'étais un peu trop sur les vibreurs, il a lâché son café, il est venu m'engueuler sur la piste, il fait il va t'arriver quelque chose, là, faut que tu te calmes et tout. Je fais bon. Énorme. C'était quelque chose. Donc sortie du kart, volant assez haut. Ouais. Enfin, j'ai fait d'abord un volant avant, c'était le volant Migal, parce qu'il y avait Migal qui avait organisé un volant sur les Formule Campus, les anciennes Formule Campus. Donc là, c'était vraiment ma toute première expérience, et c'est là où je me suis aperçu que j'étais arrivé là, la fleur au fusil. Comme disait Fabien Rosier d'ailleurs, on va dire, avec ma bite et mon couteau, il employait cette expression-là. J'étais arrivé un peu comme ça, mais moi j'ai été avec mon casque de moto. Arrivé, voilà, pour situer le truc. J'étais arrivé avec mon casque de moto, puis j'étais arrivé, t'avais des mecs, en fait, moi je croyais qu'ils étaient tous débutants comme moi, mais en fait non. Ils avaient déjà les casques personnalisés et tout, quoi. J'ai découvert le monde du sport auto, à quel point c'était très dur et très requin là. Ça a été mon premier vrai contact avec la réalité, on va dire, avec la dure réalité du sport automobile. Avec l'argent. Avec l'argent. Voilà, principalement. Hein. C'est ça, Ok. Donc ce volant-là, deuxième volant assez haut. Ça se passe bien quand même? Alors ça se passe bien, parce que j'étais vraiment, je suis allé en demi-finale en fait. Quand même. Puis j'étais à un demi-dixième de me qualifier en finale. C'était à l'époque, comment il s'appelait? C'était Antoine Cassen qui avait fait un demi-dixième de mieux que moi. Il y avait les 3 premiers qui allaient en super finale. Et moi j'ai fait 4e juste derrière Cassen. Antoine Cassen qui a fait la Formule 4 après avec nous, avec Fabien Rosier justement. C'était l'époque de Jean-Éric Vergne. Ah oui. On était dans cette promo-là. Lui, il n'avait pas fait le volant par contre. Donc au volant, il y avait Jousse aussi, Julien Jousse. Non, Julien c'était son frère, et le plus petit c'était Maxime Jousse. Maxime Jousse qui avait fait le volant aussi. Et moi j'avais fini 4e, et donc j'avais pas gagné la bourse de 60 000, mais j'avais gagné une bourse quand même de 30 000. Ah quand même. Parce que je m'étais aussi inscrit par ailleurs en fait à une autre bourse régionale. Et comme j'étais fini 4e, en fait ils m'ont fait gagner la bourse régionale, et j'ai eu 30 000 €. Et c'est là que tout a commencé en voiture en fait. Et alors, ces premiers contacts avec des vrais monoplaces? Franchement, c'est incroyable quand tu montes dans... La première fois que tu montes dedans. La première fois, j'ai monté, il faut déjà différencier, parce qu'il y a un truc qui est dingue en monoplace, c'est l'appui aérodynamique. Ça change vraiment tout, c'est une dinguerie. Donc la première monoplace sur laquelle j'ai monté, c'était une ancienne Formule 4, on va dire, enfin à l'époque ça s'appelait les Formule Campus, de chez Migal, où il n'y a pas d'appui aérodynamique. Mais malgré tout, c'est sûr que quand tu rentres dans quelque chose où déjà, il n'y a qu'une seule place, déjà ça fait bizarre. T'es tout étriqué, tu peux pas bouger. Une fois que t'es attaché, t'as l'impression de pas pouvoir bouger. T'as le Hans, la lanière qui t'empêche de tourner. Il y avait déjà le Hans. Ouais, moi j'avais. Alors, quoi que je sais plus, je dis ça, c'était peut-être au volant assez haut, parce que c'est vrai qu'au volant Migal, j'avais mon casque de moto, donc je pense pas que j'avais le Hans. C'était plutôt au volant assez haut que j'avais ça. Mais je crois que c'était le début du Hans. C'était le tout début du Hans. Moi, comme je connaissais un peu Stand 21, justement, Yves Morizot, j'étais un peu dans le. Je savais que ça existait le Hans. Il y avait déjà ça. Mais pour en revenir aux sensations de quand tu montes dans la première fois, t'es super allongé, ça fait super bizarre en fait, t'as envie de te relever parce que tu te dis mais je vois rien, ça fait bizarre, je voudrais voir la piste, mais en fait quand t'as arrêté, t'as cette impression là, mais quand t'avances après, ça te gêne moins en fait, ça te gêne pas trop, ça va. Mais il y a plein de trucs, c'est des sensations que t'as pas l'habitude de vivre en fait dans tous les jours. T'as beau prendre ta voiture et t'entraîner à faire du rallye ou tout ce que tu veux, tu vis pas les mêmes sensations que quand tu rentres dans une monoplace. Et en course, c'est acharné comme... En course, c'est comme du karting, c'est acharné et c'est super. En fait, c'est justement le top, le kiff total, c'est vraiment de faire de la course, de se battre avec les autres, je trouve, parce que c'est faire un chrono pur, c'est intéressant, mais c'est vrai que faire de la course, moi je trouve ça génial. Donc, t'as une passe d'armes marquante là en monoplace
pendant ces 2 années là, quelque chose qui t'a marqué, un moment Une passe d'armes, c'est plutôt un crash en fait qui m'a fait un peu peur quand j'étais à Pau. J'ai roulé à Pauville, donc superbe circuit en ville, magnifique. Un peu comme Monaco, vraiment génial. Qui existe en historique maintenant. Ouais, de toute façon, il roule. Peut-être d'autres catégories, non? Oui, en tout cas, je sais qu'il y a pendant tout un week-end, ils font un événement là-bas et c'est un petit peu connu. Oui, parce qu'effectivement, historiquement, c'était l'un des premiers Grands Prix de France. Il y avait Pau qui était effectivement très connu. Donc, je ne sais plus depuis quelle année il existe ce Grand Prix, mais depuis très très longtemps, c'est sûr. Okay. Et la ville est magnifique. Et puis, c'est vrai que c'est un circuit, tu es dans les rues comme à Monaco, quoi, entre les rails. Monaco, donc, c'est un vrai challenge. Et ouais, j'étais pas mal sur ce circuit-là. Je sais plus, à un moment donné, j'étais 5 ou 6 dans la course. Et je voyais devant moi, c'était deux. Il y avait un portoricain et puis un vénézuélien qui était devant moi, mais je savais que c'était un peu des têtes brûlées. Et j'étais juste derrière eux. Et moi, je les voyais dans la ligne droite se friter comme ça, louvoyer, se zigzaguer. Et je me dis, mais en fait, à tous les coups, il y en a un qui va se planter. Et moi, je suis derrière, je vais rien pouvoir faire, quoi. Et puis, à un moment donné, ça n'a pas manqué. Il y en a un qui est parti comme ça dans un mur, l'autre, il a ricoché dedans. Moi, je suis arrivé derrière, bam! Je me suis encastré dedans. Et j'avoue que là, je me suis quand même fait peur. Enfin, je me suis dit, ouais, si ça se trouve, il va me... Puis comme c'est des anciennes voitures, il n'y a pas toutes les sécurités qu'il y a sur les voitures plus modernes ou de plus haut niveau. En fait, t'es encore dans un châssis acier, tu te dis, est-ce que je vais pas me péter les jambes, machin. Bon, au final, il m'est rien arrivé, j'étais bien protégé, mais c'est vrai que les accidents, c'est des choses marquantes. Mais c'est un peu, on en reparlera après des livres, peut-être, mais c'est Ayrton Senna aussi, c'est des choses qui l'ont marqué aussi. Il a été, voilà, il était... Beaucoup le prenaient pour un inconscient, mais en fait, pas du tout. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il était au contraire très conscient de la sécurité. Il a même beaucoup œuvré d'ailleurs pour ça. Ok. Donc, passé ces 2 volants-là, tu récupères une bourse de 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Francs, je sais même pas à l'époque. Ouais, c'était des euros déjà. Ouais. Déjà des euros. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais de cette bourse ? De toute façon, j'étais obligé de l'injecter dans... Le championnat coûtait 60 000, donc il y avait 30 000 qui partaient dedans. Il fallait juste... La question, c'était est-ce que j'allais trouver le complément ? Mais pour moi, il n'y avait même pas de question. C'était je m'inscris. Tant pis si on le trouve pas, on s'endette. Après, moi, je gagnais pas ma vie. Donc, en fait, c'est mon père qui portait tout sur les épaules. Et ça, c'est un problème aussi récurrent, je pense, du monde du sport automobile. Il y a beaucoup de pilotes qui, même, je pense, par exemple, Olivier Panis, je sais que son père, et ça a été dur pour lui, pour arriver à s'en sortir, tout reposer un peu sur ses épaules. Lewis Hamilton, c'est pareil. Tu prends des pilotes comme, qui est-ce que j'ai entendu récemment qui avait eu... Oui, Esteban Ocon. Esteban Ocon, j'allais dire Ocon au début. Son père, il allait prendre des pneus dans les poubelles pour rouler, quoi. Donc, l'argent, ça a toujours été un problème. Et ouais, quand t'es gosse comme ça, tu te dis tu gagnes pas ta vie. Et en même temps, la passion est tellement dévorante que tu pousses ton père, tu pousses tes parents pour te dire non mais il faut que je fasse ça, quoi. Mais mon père, il a compris en fait. Quand il a vu que j'avais la bourse, il s'est dit il faut qu'on trouve les 30 000 euros. Et en fait, on s'est bougé le cul entre guillemets pour chercher des sponsors à fond. Et en fait, on a réussi à trouver le complément. On a ratissé monts et marais. Les boulangers, la carrosserie du coin. T'imagines même pas, c'est un truc de fou de chercher les sponsors. Les milliers de lettres que j'ai envoyées pour avoir des milliers de réponses. Oui, nous avons reçu. Soit pas de réponse la plupart du temps, soit bon, ça nous intéresse pas. Voilà, c'est dur. Ouais. Et puis finalement, à force de taper, des fois, tu arrives quand même à trouver 2-3 trucs, 2-3 filons. Et on a réussi quand même à boucler le budget, mais on était assez short, quoi. On était vraiment limite. Et ça joue beaucoup, parce que tu vois, j'avais une pression énorme. Je savais que si je cassais la voiture ou que j'avais le moindre accident, je savais qu'on n'avait pas trop les moyens je savais que ça allait être compliqué, quoi. Alors qu'il y a des pilotes qui sont forcément, quand tu es plus à l'aise, c'est différent. Oui, on en revient toujours à la même chose. La même chose. Le sport automobile, c'est malheureux, mais c'est pas forcément le meilleur qui gagne, quoi. Il y a quand même une grosse part. Oui et non, parce que après, celui qui gagne, il est quand même très bon à chaque fois. Mais effectivement, il y a une grosse part de, comme on dit, l'argent, le nerf de la guerre, quoi. C'est clair. Ce championnat, cette année-là, cette saison se passe bien ? Je dirais, en fait, justement, à cause de ça, pas très bien, parce que j'étais en fait pas trop à l'aise. Et puis en plus, j'étais avec des pilotes qui étaient beaucoup plus aisés, on va dire. Ouais. Et qui étaient, voilà, je veux pas dire de mal, mais certains qui étaient presque irrespectueux, milieu un peu compète. Ouais. Moi, j'ai un peu mal vécu, en fait, je dois dire. J'ai un peu mal vécu cette ambiance de certains. Ils faisaient pas de compromis, eux. Ils étaient là pour gagner. Ils étaient là pour gagner, puis ils n'hésitaient pas. Tu sais, il y a des moqueries, des trucs comme ça. Trucs, voilà. Donc voilà, je vais pas en parler plus que ça, mais ouais, il y a des trucs que j'ai un peu mal vécu à l'époque, parce que moi j'étais à fond dedans, j'étais passionné, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, tu vois, et en fait c'était pas du tout ça. Alors après j'ai appris sur le tard que c'était d'autres années où ça s'est mieux passé, c'était plus sympa, mais la mienne je l'ai un peu mal vécu à ce niveau-là. Mais après d'un autre côté j'avais la chance de piloter et ça c'était génial. Voilà, puis après j'ai eu d'autres super moments quand j'ai piloté après aussi, j'ai rencontré des super personnes, donc ça c'était cool. Mais je pense qu'il y a
Plusieurs ambiances. Il y a vraiment l'ambiance monoplace où c'est très individualiste parce que tu es seul dedans, ça compte que sur toi, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de tout ça. C'est quand même la filière principale pour arriver à atteindre l'excellence qui est la Formule 1. Et il y a l'ambiance différente, beaucoup plus gentleman driver, qui est l'endurance. Totalement. Où là, tu partages ton baquet à plusieurs pilotes. Je pense que l'ambiance, il y a des pros, des pro-am, donc tout se mélange un petit peu et ça doit pondérer un peu les égos et les ambitions de chacun. Donc, totalement, parce que justement, moi, après ma saison de Formule 4, j'ai pas réussi à boucler le budget pour faire de la Formule Renault, donc je suis parti en endurance. Et effectivement, j'ai vécu des super moments avec Fabien Rosier, justement, j'étais équipier de Fabien Rosier. Et aussi Lionel Robert, qui avait gagné le volant ACO à une époque. Et ouais, on avait fait à un moment donné un équipage à 3 et ça reste un de mes meilleurs souvenirs en auto parce qu'effectivement, ça change et c'est sympa d'être avec des coéquipiers et pas de se battre toujours contre les autres. C'est vrai que ça change et c'est super sympa. T'as fait quoi comme course d'endurance? J'ai fait à l'époque, c'était du V2V, donc ils appelaient ça, c'était un challenge européen. Donc tu avais des courses, un certain nombre en France et puis quelques courses un peu Portugal, Espagne. Il y avait Jarama, il y avait. Ça existe encore V2V? Alors non, à ma connaissance, alors je sais que, parce que c'est Van de Viver, du coup, monsieur Van de Viver qui crée ça, alors je crois qu'il crée des séries encore, mais je sais pas si ça s'appelle encore V2V. Ouais, c'est peut-être assimilé à ça, mais tu pars généralement pour 4 heures. C'est des choses comme ça, non? Ouais, c'était des courses, donc alors t'avais différents, t'avais 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ouais, c'est ces ranges-là, c'est pas des coups de 24 heures. Oui, c'est pas des. Alors la plus longue, elle faisait 6 heures ou 12 heures, je sais plus. Mais généralement, les 6 heures, c'est au Mans ou c'est des choses comme ça. Là, le championnat, il y a je crois que c'est une Coupe de France, quelque chose comme ça, qui se termine par les 6 heures du Mans. Voilà. Tu tournes en ligier, je crois. Pas en ligier, je sais plus. Mais ça doit être le même principe. Et là, c'est plutôt axé gentleman. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout. Enfin, il y a un certain nombre de gentlemen. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a aussi des pilotes un peu de pointe, justement, qui n'ont pas réussi à boucler le budget, qui viennent là pour après faire une carrière en endurance. Donc, il y a un peu de tout. Mais Là, parallèlement à ça, tu étais encore aux études? Ouais, j'étais en. Alors, non, parce que j'étais en dernière année d'école quand j'ai fait la Formule 4, en dernière année d'école d'ingénieur. Donc, c'est vrai que j'avais dû gérer l'école d'ingénieur en même temps que la Formule 4. Et après, Non, je me souviens, j'avais pris une année sabbatique, du coup, après la Formule 4, pour me dire, faut que je lance ma carrière et que je mise tout là-dessus pour devenir pilote pro, quoi. Donc j'avais pris une année sabbatique, mais je l'avais pas forcément bien vécu parce que du coup, c'est vrai que c'est un sport où c'est pas comme le piano ou le foot, tu peux pas avoir un ballon de foot, tu peux pas jouer comme tu veux en fait. Donc en fait, tu t'entraînes, quand tu as 3 000 € à dépenser, tu vas faire un entraînement d'une journée, mais tu les as pas tous les jours, donc le reste du temps, tu essaies de faire du sport, mais tu peux pas piloter en fait. Et donc, il y avait pas trop de simulateurs encore à cette époque-là. Ouais, alors ça commençait à venir, mais c'est vrai qu'il y avait Ellipsis. Moi, j'étais pas encore au courant de ça. Et puis il y avait 2-3 simulateurs, mais c'était pas au niveau de ce qu'il y a maintenant. Donc, parce que maintenant, c'est des vrais outils. Ouais, maintenant c'est des vrais. Ils s'entraînent tous sur simulateur entre les courses, quoi. Ça a l'air d'être incontournable pour un pilote aujourd'hui. Même le sim racing, c'est vrai que ça s'est bien développé. Nous, à l'époque, il y avait quelques jeux. Moi, j'avais 1 ou 2 jeux de course sur PlayStation, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose que ce qu'il y a maintenant. Après cette année sabbatique, est-ce que tu as continué la compétition? En fait, alors cette année sabbatique, en fait, l'année après la Formule 4, j'avais pas de budget, j'ai réussi à faire une seule course. Du coup, mais par contre, l'année d'après, j'ai réussi à refaire un an entier, en championnat complet, en V2V du coup. C'est là où j'ai fait cette année, en fait. Donc cette année, elle est venue 2 ans après la Formule 4. Voilà. Et après ça, j'avais réussi à refaire une course. J'avais réussi à faire une course au Portugal. J'ai réussi à rouler à Estoril, mais par contre, pas de chance, j'ai fait un sur-régime. J'ai endommagé le moteur, donc j'en ai eu pour 5 000 €. Ah. Et puis voilà, ma carrière s'est arrêtée là-dessus, on va dire. Dans ces championnats-là, comme on n'est pas pilote officiel, si on casse, c'est le pilote qui paye. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça. Il y a une franchise en fait. On a une franchise de. On a une franchise, je sais plus, on est couvert sur 100 000 € ou 150 000 €. Enfin, moi, c'était ça, ma franchise, je me souviens. Mais par contre, j'avais quasiment 7 000 € de franchise. Donc, ça veut dire que les 7 000 premiers euros, s'il y a un problème, c'est toi qui les payes, quoi. C'est ce qui freine beaucoup de gens pour se lancer un peu dans la compète, même en mode loisir, à commencer par moi. C'est que j'ai des opportunités, des possibilités pour faire des petites endurances comme ça, tranquille, en gentleman. Tu vois, tu connais rien, tu conduis ton petit volant pendant quelques heures en relais de 3. Par contre, effectivement, si tu casses, potentiellement c'est 7 000 € quoi. Ouais, et puis c'est vite, il suffit que tu prennes mal un vibreur, t'as un aileron qui se pète, un aileron carbone, c'est tout de suite 2 000 € quoi. Exactement. Donc ça paraît rien, et puis ou quelqu'un te rentre dedans, ça c'est vite très très problématique. Donc ça freine beaucoup de gens. Ok, fin de la compétition.
Ouais, du coup, fin en 2009-2010, je sais plus exactement. Ouais, mais ouais, où là, tu as raccroché les gants, tu as dit du coup, j'ai raccroché. Après, j'avais refait une course de karting, une Coupe de France une fois, mais depuis, j'ai vraiment. Ouais, j'ai raccroché. Ouais. Tu t'es dit, bon, ça. Bah voilà, c'est vrai que c'est un truc, quand tu fais pour l'objectif d'être pilote pro, tu le fais quand t'es jeune. Ouais. Et puis après, bah, c'est vrai que des fois, ça me ferait plaisir de rouler tout ça, mais déjà, je vois bien que là, à 40 ans, j'ai plus les. Enfin, qu'au niveau des yeux, par exemple, je sens bien que j'aurais plus les mêmes capacités que j'avais quand j'étais jeune, quoi. Hein, on le sent, en fait, je pense. Donc ouais, ça me ferait plaisir de rouler, c'est sûr. Mais... sans viser la gagne, mais voilà, rien qu'en pour les sensations, quoi. Ouais. Okay. Ce serait cool, c'est sûr. Belle parenthèse quand même, pilote auto, hein, un beau parcours, félicitations. Bah ouais, merci. Bah, c'est vrai que des fois je me dis, bon, des fois c'est un peu frustrant de pas réussir à son objectif, parce que l'objectif c'est d'être rémunéré. Mais d'un autre côté, je me dis, bah t'as tellement de jeunes qui rêvent ne serait-ce que faire de la F4. Bah en fait, quand tu regardes la F4, t'en as en France en tout cas. T'as des plateaux de 20, mais sur les 20, t'as déjà pas mal d'étrangers, donc t'en as quoi, allez, une quinzaine à tout casser, des fois même que 10 Français qui font ça par an, quoi. Donc c'est quand même assez... c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Quand tu prends avec le recul, sur le moment, je m'en rendais pas forcément compte, mais avec le recul, je me dis, c'est vrai que c'est quand même c'est une réussite en soi. Hein. Enfin, déjà de boucler une saison, c'est déjà fantastique. Hein. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une misère. C'est une misère. Donc bravo pour ça, beau parcours. Merci. Deuxième parcours très très intéressant qui moi m'intéresse aussi fortement, ton parcours d'auteur, écrivain. Comment t'es venu l'envie d'écrire? Parce que c'est quand même pas quelque chose qui s'improvise, t'es dans une filière scientifique à la base, toi t'es un gars de mathématiques, t'es pas un gars de littéraire, c'est quand même deux filières totalement différentes et généralement ces opposés-là, ils se réunissent pas. Hein. Ouais, c'est vrai, des fois je suis même un peu frustré, je me dis si j'avais fait une filière littéraire, ça m'aurait peut-être aidé aussi, ça m'aurait fait gagner un peu de temps et tout, mais... non, en fait, ça m'est venu. En fait, j'aimais bien écrire des poèmes quand j'ai commencé à être jeune. Ah ouais? J'écrivais des poèmes. Moi, j'essayais de faire des rimes. C'était un peu merdique ce que je faisais, mais au moins ça m'entraînait. Mais en fait, j'y ai repensé suite à la bio de Sénat. J'y ai repensé profondément, et c'est quelque chose que j'avais totalement oublié, mais que j'ai repensé en écrivant le livre là. C'est que je me souviens d'une anecdote quand j'étais petit. Quand j'étais vraiment tout jeune, je sais pas quel âge je pouvais avoir, peut-être 10 ans, mais je me souviens qu'une année, c'était assez fort. Et moi, je crois beaucoup à tout ce qui est rêve, tout ce qui est un peu comme ça, psychique et tout ça. Et je me souviens qu'une fois, j'ai fait un rêve. Et bon, je suis d'une famille assez chrétienne. Enfin, j'étais baptisé, même si maintenant, on va dire, voilà, je crois en Dieu, mais je pratique pas. Non pratiquant. Voilà, je suis dans une famille chrétienne, on va dire. Donc, quand j'étais petit, j'étais influencé par toutes ces valeurs un peu chrétiennes. Ouais. Je pense. Mais je me souviens nettement que j'ai fait un rêve une fois. Et quand je me suis réveillé, j'avais rêvé comme si Jésus m'avait parlé et qu'il m'avait dit tu seras auteur, enfin tu seras écrivain. Quoi. Ah ouais? Ouais, vraiment, et c'était très fort quand j'étais petit parce que je m'en souviens encore, la preuve je m'en suis souvenu. Et après, avec le temps, j'étais gosse, donc je m'étais dit tiens, je vais essayer d'écrire, mais j'écrivais des trucs vraiment pourris quoi. Enfin, quand t'es gosse, tu sais pas, t'écris des trucs très naïfs, puis voilà, mais ça m'était resté en tête. Je pense que ça m'est resté en tête, au fond de moi, sans que de manière peut-être un peu inconsciente. Et je pense que ça m'est resté en tête. Après, j'ai aussi ma grand-mère qui aime beaucoup lire et son armoire, elle est pleine de tous les classiques. Il y a tous les livres de la Pléiade. Donc, quand j'étais jeune, elle me mettait toujours des livres entre les mains. Alors, j'aimais pas du tout lire en plus. Hein. Jusqu'à 20 ou 22 ans, je détestais lire. Même les livres qu'on me faisait lire en français, je les lisais même pas. Ça me plaisait pas. Mais j'avais quand même ça en tête sûrement. Et puis en fait, j'ai commencé vraiment justement quand j'ai fait le volant assez haut et que je savais que j'allais faire la F4, j'avais l'impression de vivre des choses quand même assez exceptionnelles et que tout le monde ne peut pas vivre. Et c'est là que ça m'a vraiment donné envie d'écrire parce que je me suis dit, en fait, faut que je note, faut que je partage ça, quoi. Faut que je mette ça sur papier. Et du coup, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais quand j'avais une compétition ou que j'allais au Mans, par exemple, quand il y avait la Formule 4, la semaine, on avait une semaine de préparation physique et puis un peu sur circuit au Mans, j'ai commencé à écrire ce que je vivais dans mes journées. J'ai commencé à écrire, à faire un peu des personnages, faire un peu un petit roman parce que j'avais envie aussi de faire un truc cool. Et en fait, c'est vraiment venu comme ça. Enfin, j'ai vraiment commencé à écrire sérieusement à partir de la Formule 4. Est-ce que tu as été influencé, parce que c'était quand même l'époque, par Michel Vaillant, des choses comme ça? Même pas, parce que j'avais pas trop de Michel Vaillant. Enfin, je savais que ça existait, mais dans ma famille, il n'y en avait pas trop de BD. J'ai plutôt des Astérix, de Obélix, des trucs comme ça. Ouais. En trucs de course, j'avais plutôt des trucs d'avion. J'avais beaucoup de trucs d'avion. J'avais des Bug Danny, j'avais ma grand-mère aussi qui était fan de pilote d'avion. Donc ça, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et ça m'a beaucoup influencé. Elle avait Pierre Klosterman, par exemple, qui était l'as français, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale. Qui a fait un journal, il a fait un livre de 600 pages dans lequel il raconte au jour le jour toutes ses missions. C'est vraiment passionnant. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. Ça s'appelle Le Grand Cirque 2000. Et puis ma grand-mère avait une trentaine de bouquins sur les pilotes d'avion. Donc j'ai plutôt été baigné là-dedans. Mais je trouve qu'il y a d'énormes similitudes avec la monoplace parce que tu es dans une carlingue, tu es dans une machine alors qui vole, mais il n'y a pas cette compétition, mais il y a beaucoup de choses de ressenti qui sont similaires en fait.
Donc j'ai plutôt baigné là-dedans. Et puis en course, non, en livre de course, j'avais Jean Alesi, j'avais la bio de Jean Alesi, puis j'avais 2-3 livres. Par contre, les magazines, j'avais beaucoup les magazines en fait, Auto Hebdo, c'est surtout ça en fait. Ça par contre, j'avais énormément, ouais, chaque année j'avais l'alphabet de la Formule 1, là, le truc connu avec les champions du monde, les palmarès des pilotes, la présentation des écuries. Je me souviens que puis je notais sur mon petit truc, dès qu'il y a une course, tiens, lui, il a fini premier. En général, je le suivais pas jusqu'au bout, j'oubliais, mais bon, j'étais quand même. À quel moment tu t'es dit, j'ai vraiment envie d'essayer d'écrire quelque chose? Bah, c'était à cette époque-là, donc quand j'ai commencé à écrire en Formule 4, et puis en fait, après la Formule 4, donc j'avais ma formation d'ingénieur qui se finissait, et j'avais trouvé une thèse aux mines de Douai à l'époque, donc une école, j'avais trouvé un contrat de doctorant, parce que j'avais fait un stage dans les centrales inertielles, c'est un peu les trucs des jeux vidéo qui récupèrent le mouvement en fait. J'avais fait un stage là-dedans, j'avais une idée j'avais un projet d'entreprise là-dedans, j'avais fait une thèse là-dedans. Et en fait, j'avais eu un financement, donc j'avais 3 mois de période d'essai. Et en fait, il m'avait foutu dans un bureau, il n'y a personne qui m'expliquait rien du tout, j'étais un peu livré à moi-même. Et en fait, pendant tout le premier mois, j'étais en face d'un doctorant et tout ce que je faisais, il y a des fois mon chef quand même qui passait voir ce que je faisais, et en fait je passais mon temps à écrire mon roman sur la Formule 4. En fait, je passais mon temps à écrire mes sensations sur la Formule 4 et je faisais rien de ma thèse. Et au bout d'un mois, j'ai fait un bilan et je me suis dit, mais en fait, je suis là en thèse, mais je peux pas me foutre de leur gueule, quoi. Je fous rien, il faut que je leur dise, j'arrête, c'est tout. Je vais pas continuer cette thèse, donc j'ai arrêté. J'ai dit que j'ai signé, comme on appelle, une rupture de contrat, quoi. Mmh. Et puis conventionnel, ouais. Et puis voilà, et puis c'est là que j'ai pris mon année sabbatique en fait, parce que du coup j'avais plus rien. J'ai pris mon année sabbatique, et puis en fait donc je faisais ma course, mon année de V2V à ce moment-là. Et puis en fait quand je roulais pas et que j'avais du temps, bah, je passais mon temps à écrire, quasiment à plein temps. T'avais la volonté de faire quoi de tout ce que t'écris là, à cette époque-là? En fait, j'ai même écrit une biographie, mais ça, je la sortirai quand je serai vieux. Donc, j'ai aussi écrit des choses sur moi, plus personnelles, en plus de ça. Et ouais, je me disais, bon, bah, allez, pourquoi pas devenir écrivain? Je me rendais pas compte du milieu de l'édition, à quel point c'était dur. Pour moi, je me disais, je vais sortir un truc, ça va marcher, ça va être super, je me rendais pas compte de la difficulté, en fait. Donc, mais c'est ça aussi qui m'a donné la force, parce que si j'avais eu connaissance de la difficulté, sûrement que j'aurais baissé les bras, que j'aurais abandonné. Alors que le fait d'avancer de manière un peu naïve comme ça, c'est ça qui m'a permis d'avancer sans me poser de questions, en fait. Ouais, tu l'as fait innocemment, quoi. Voilà, ouais. Ok. T'es arrivé au bout de ce premier projet? Ouais. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il a été édité? Est-ce que tu l'as publié? Alors en fait, ouais, je suis arrivé au bout d'un premier roman, on va dire, pour rester dans le monde de la course, que j'ai eu énormément de mal à faire éditer en fait. Okay. Au début, j'ai eu des refus sur des maisons d'édition. J'avais écrit à quelques maisons qui m'avaient refusé le manuscrit. Enfin, j'avais tapé au début naïvement dans les grosses maisons parisiennes, mais en fait maintenant avec le recul je m'aperçois que j'avais aucune chance parce que c'est des trucs un peu plus généraux. Enfin, le sport auto ça reste comme un peu niche, même si je pars du principe, mon frère il m'a dit une fois en fait, toute histoire peut être intéressante à raconter, tout dépend de la manière dont on le fait. Et je pense qu'il a raison, tu peux parler d'un boxeur, de tennis, de n'importe quoi, du moment où tu racontes bien les choses ça peut accrocher des gens. Mais bon, manifestement j'avais pas Enfin, ça n'a pas marché au début, les gens, j'avais pas trouvé, puis c'était très dur de trouver une maison d'édition qui s'intéresse au sport automobile, il n'y en avait pas. Et pendant des années, j'avais rien, j'ai même écrit un livre, rien à voir avec le sport auto, sur l'escalade, qui lui a failli être édité. J'avais un contrat avec Catherine Destivelle, qui était une grimpeuse très connue à l'époque, qui a fait des sommets, au niveau féminin, des trucs que même les hommes ne faisaient pas en fait. Et elle m'avait fait un contrat d'édition, puis elle l'avait annulé 2 semaines après parce qu'elle avait dit ouais mais c'est un roman, ça marchera peut-être pas, je sais plus, donc bref. Et en fait très longtemps je suis resté comme ça avec des choses que j'avais écrites sans réussir à les publier quoi. Et je voulais pas faire d'auto-édition au début. Parce que je me disais l'auto-édition c'est le meilleur moyen, alors ça peut être un bon moyen, mais je me disais aussi c'est le meilleur moyen de pas être reconnu et de pas pouvoir après évoluer. J'avais l'impression que ça allait être un frein en fait. Je voulais vraiment être publié par une maison. Et j'ai fini par trouver, il y a pas si longtemps, il y a 3 ans ou 4 ans, une maison qui s'appelait Signe de Piste, qui était l'ancienne maison d'édition qui faisait le Prince Eric, qui était connu dans les années 60 pour le Prince Eric. Mais ils avaient publié un livre qui s'appelle Formule 1 de Jean Périllon, qui est très peu connu, mais en fait qui est un super roman que moi j'ai adoré, qui parle des Formule 1 des années 70-80, qui met en scène un personnage qui fait des courses à Monaco sur ces anciennes Formule 1 là. Et du coup j'ai toqué à la porte de cette maison d'édition qui avait déjà écrit ça et ça leur a plu et voilà ils m'ont édité grâce à ça. Et ils ont édité quoi comme premier livre? Ils ont édité, ça s'appelait Derrière la visière. Parce qu'en fait, avant ça, ce qui m'a permis d'être édité, c'est peut-être que j'avais créé une page Facebook sur laquelle j'avais monté 4000 abonnés, quasiment. Je l'ai laissé tomber depuis, mais au moment où je l'avais fait, ça marchait pas mal. Et je publiais en fait les extraits de mon livre tous les jours, tous les 2 jours. Cool. Et du coup, ça avait fait un peu boule de neige, ça marchait pas mal à un moment donné. On était pendant le Covid là? Non, c'était avant, c'était même avant. Avant? C'était avant le Covid. 3 ans avant le Covid, je dirais, un truc comme ça. Et ça m'a aidé, je pense, après à me faire éditer. Ouais.
Comment ça s'est passé alors, cette première diffusion et cette mise à disposition du public? C'était un éditeur qui était assez peu du coup, qui était un peu en désuétude, on va dire, parce qu'ils avaient fonctionné sur le Prince Eric qui avait très bien marché, mais depuis ce temps-là, ils étaient un peu en roue libre là-dessus, et en fait ils n'avaient pas pignon sur rue dans le sens où ils avaient quelques maisons d'édition, enfin quelques librairies partenaires, mais c'était pas toute la France. Ils n'avaient pas, par exemple, ils n'avaient pas la Fnac, ils n'avaient pas le Furet, ils n'avaient pas les Leclerc, ils n'avaient pas, voilà. Donc ça restait un peu niche, et du coup ça m'a permis de faire le livre, mais ça m'a pas permis de faire des ventes et de gagner ma vie, quoi, on va dire. J'ai pas fait énormément de ventes, j'en ai fait quelques-unes, mais pas énormément. Donc si tu fais pas de promo toi de ton côté, ça se vend pas, quoi. C'est ce que tu veux dire en fait. Surtout dans l'auto-édition, parce qu'en fait ça s'assimilait presque, l'éditeur était tellement petit que ça s'assimilait presque au final à une auto-édition en fait. En quelque sorte. Eux t'amènent juste le... Ils m'amenaient juste le titre de la maison d'édition, mais derrière ils faisaient pas beaucoup de pub, et du coup après quand t'es en audition, je me suis rendu compte que tu galères, quoi, donc c'est pas facile. Deuxième projet? En fait, deuxième projet, c'était la continuité, c'était la suite de mon roman, parce que c'est un roman en 3 tomes. Donc t'étais encore sur ton roman? Ouais, qui a encore été édité dans la même maison, juste avant qu'ils fassent faillite, en gros. Donc là, ils ont fait faillite il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi. Donc là, tout s'est arrêté. Mais du coup, j'avais les livres en papier, et puis je me suis dit, bon, faut que je continue. Et j'ai envoyé mes livres à quelques pilotes, dont j'avais récupéré les adresses sur des groupes Facebook, je sais plus où. Donc il y avait Charles Leclerc, il y avait Pierre Gasly, il y avait le papa de Pierre Gasly, Jean-Jacques Gasly, il y avait Esteban Ocon, je pense, dans le lot. Puis il y avait 2-3 autres adresses. Voilà, je m'étais dit, j'envoie ça un peu comme une bouteille à la mer, on va dire. Ah, des grands pilotes. Enfin, des pilotes renommés internationaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais aussi vu qu'il y avait Frédéric Veil, qui avait la maison City Edition, qui commençait à publier des trucs super intéressants sur le sport auto. Donc, il y avait eu Pierre Gasly, le magnifique, donc la bio de Pierre. Il y avait eu Romain Grosjean, qui était sorti, et puis voilà, un autre livre aussi que Frédéric a fait sur des histoires insolites du sport auto. Et je m'étais dit, tiens, enfin, un éditeur qui s'intéresse au sport auto, je vais toquer à la porte, quoi. Donc j'ai envoyé mon livre à Frédéric Veil, qui est le directeur de collection de City. Et en fait, là, ça a été vraiment le coup du hasard, comme quoi des fois, il faut croire au destin, je pense. Parce que donc, le livre que j'avais envoyé chez Jean-Jacques Gasly, en fait, il lui a beaucoup plu, derrière la visière. Il m'a même laissé un message que j'avais pas lu, parce que moi je regarde pas mes messages, en fait j'avais pas vu, je l'ai vu 15 jours après, qui m'avait laissé un message vocal pour me dire qu'il avait beaucoup aimé le livre et tout ça. Et en fait, coup du hasard, le livre, il s'est donc retrouvé sur sa table chez lui, dans son salon, on va dire. Et Frédéric Veil, donc, qui lui est chez City Edition, il habite tous les deux en Normandie, ils sont presque voisins. Et en fait, un jour, il s'est retrouvé chez Jean-Jacques Gasly, parce qu'il le connaissait, ils sont amis et tout ça. Et en fait, il a vu le livre sur la table, et dans le même temps, je lui avais envoyé un mail. Et donc c'est là où il m'a contacté, à mon avis, où il s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, surtout si Jean-Jacques Gasly a aimé le livre, voilà. Et c'est là où il m'a contacté au téléphone, et puis il m'a proposé tout de suite de faire la biographie de Fabio Quartararo. Et moi, j'ai tout de suite compris que c'était une opportunité que je devais saisir, parce que c'était la chance de se faire connaître en tant qu'écrivain, c'était la chance de faire un truc cool. En plus, moi, je suivais pas beaucoup le MotoGP à l'époque, parce que j'étais vraiment très puriste Formule 1, mais je connaissais quand même, je regardais 2-3 courses et tout. Et bon, je me suis dit, Fabio Quartararo, c'est quand même notre pilote français, on n'en a pas 36, il fait des super performances, il a l'air super cool. Et let's go, quoi. Je me suis dit, allez, banco pour ça, et voilà. Mais c'est ta première bio, là? Et du coup, ça c'est ma première bio chez un éditeur du coup qui était plus prestigieux et beaucoup plus connu, et qui lui, je suis passé dans un autre niveau de maison d'édition, on va dire, grâce à ça. Ça t'a pas fait peur? Parce que pour le coup, là, t'étais total hors de ta zone de confort. Parce qu'une bio, je pense pas que ça s'appréhende comme un roman. En plus, ton roman, je pense, s'inspire vraiment de ton expérience à toi. Ouais. Je l'ai pas lu, donc je peux pas dire vraiment, mais c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Là, pour le coup, une bio, ça veut dire que tu dois te mettre dans la peau de la personne. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, non, ça m'a pas fait peur du tout, au contraire, parce que pour moi, déjà, je considère que un roman, c'est beaucoup plus dur à écrire, je pense. Alors après, pas forcément, parce que moi, je m'étais inspiré aussi de choses que j'ai vécues, mais je pense qu'un roman, il y a beaucoup plus d'imagination, et pour moi, le plus dur, c'est d'apporter de l'imagination aux choses. Enfin, je suis fan des 1000 et une nuits, par exemple, et l'Odyssée, ou ce genre de grands romans fleuves. Pour moi, je me dis, mais comment on a pu inventer de telles choses, quoi. Ouais. L'imagination humaine me semble hallucinante. Et dans un roman, pour moi, ça met en valeur l'imagination, mais j'aime bien les romans réels, les romans qui peuvent être réels. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire dans mon roman. Et pour moi, c'est plus dur limite d'écrire un roman qu'une biographie, parce qu'une biographie, tu te bases quand même sur beaucoup de choses factuelles qui ont existé. Alors après, la difficulté, et c'est là où l'écrivain, je pense, a son rôle à jouer, c'est dans la liaison, dans le liant, dans comment tu racontes les choses. Parce que bien sûr, tu peux raconter la chose en disant il s'est craché dans le mur, ou je suis arrivé dans le mur, j'ai eu peur, machin. Enfin, tu vas développer des émotions, et là, tu vas mettre de l'histoire, tu vas mettre du vivant. Et donc, il y a effectivement tout un travail à faire derrière ça, que tu peux faire en tant qu'écrivain. Mais en tout cas, la matière, tu l'as. Ouais. Donc, tu n'as pas à chercher la matière. Ouais, je vois. Ça, c'est un élément qui est quand même vachement simplificateur par rapport à écrire un roman. Maintenant, je dis pas que c'est simple d'écrire une bio, il y a des complications aussi, il y a des questions qu'on se pose, il y a plein de choses, mais il y a cet élément-là qui vient en moins. Ok, donc la première bio, c'était pilote de MotoGP.
Bah ouais, du coup Fabio, et tu parlais d'ailleurs de se mettre dans la peau, et c'est ça je pense la qualité d'un biographe. Enfin, je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans un de mes jobs que j'avais, j'étais ingénieur d'affaires et que j'ai arrêté après, mais ingénieur d'affaires c'est pareil, on apprenait, enfin j'avais un coach à l'époque qui t'apprenait à te mettre dans la peau des gens en fait. Je pense que si j'avais été pris dans ce job, c'est peut-être que j'ai une faculté à... Mais ça je pense depuis tout petit, j'étais quelqu'un de très silencieux, un peu taiseux, tu vois, j'étais pas très expansif, enfin, je l'ai développé ce côté un peu plus expansif avec l'âge, mais avant j'étais assez timide. Je m'imprégnais beaucoup des gens, en fait, des histoires des gens, je m'imprégnais de ma famille au début, tu t'imprègnes de ta famille, puis tu essaies, quand tu entends des histoires, de t'imprégner, de comprendre la psychologie de la personne, et je pense que c'est une qualité que j'ai développée depuis tout petit naturellement, et donc pour moi, se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est quelque chose que... C'est l'empathie. Ouais, l'empathie, c'est toutes ces qualités, toutes ces choses-là qu'il faut essayer de développer, et non, ça m'a pas fait peur, parce qu'au contraire, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour faire cette bio-là, comment ça se passe? Comment tu fais? Parce qu'il y a un gros travail de recherche, un travail d'interview. Je pense qu'il faut discuter avec des gens. Comment tu construis? Parce que je pense qu'il y a aussi une construction derrière ce projet-là. Tu peux pas dire, t'es né quand? Et puis c'est quand ta première course? Il doit bien y avoir un squelette, une structure pour dérouler ça. Ouais, bah c'est ce que m'a dit Frédéric. Moi, ce qu'il m'a dit comme conseil au début, qui lui c'est un grand auteur aussi, Frédéric, puisqu'il a publié des livres. Alors lui, aussi autre que le sport auto, qui était son livre qui a le mieux marché, c'était comment il s'appelle, mince, j'ai perdu le titre, mais quelqu'un qui voulait se faire euthanasier, enfin un sujet assez lourd quand même, mais il est devenu son confident et puis voilà, il est quelque chose de très humain en fait. Oui. Frédéric, du coup, il m'avait demandé de faire un plan, effectivement, un squelette, chose que moi, j'aurais pas fait de manière intuitive, parce que moi, je suis plus intuitif. Je me dis, j'écris les choses tant qu'elles viennent, et si j'ai des choses à dire, je les note d'abord. Je me fais une structure que j'appelle, j'ai un fichier notes où c'est en gros le gros bordel. Je les mets quand même un peu dans l'ordre chronologique, et puis après, je me dis, une fois que j'ai toutes mes notes, j'aime bien avoir toutes les choses en tête, tous les faits, j'aime bien. En fait, quand je fais mes bios, pour Fabio, ça a été ça aussi, j'ai passé énormément de temps avant d'écrire le premier mot à essayer de globaliser toutes les infos que j'avais. Toutes les infos que tu as, pour vraiment avoir quelque chose de global. Parce que je pense que tu n'as pas quelque chose de global, tu vas justement te perdre dans des détails dès le début, tu n'as pas de vision du dessus, et tu vas commencer à écrire des choses, et en fait, après, tu vas te dire, mais non, j'aurais pas dû écrire comme ça. Et c'est pas une fois que tu as écrit que tu vas tout modifier, tu vois. Donc, je pense que c'est très important d'avoir déjà en tête la globalité des choses. Et une fois que effectivement, tu as le regard le plus haut possible sur les choses, là, tu as ton spectre et tu peux te dire, tiens, c'est ces points-là sur lesquels j'ai envie de mettre de l'emphase, parce que c'est ces points-là qui ont marqué sa vie à ce pilote, c'est ces points-là qui l'ont marqué, c'est ces points-là qui ont été importants pour lui, et donc comment je vais les amener, ça a été quoi les causes de ces points, donc tu réfléchis aux causes, et tu essaies d'amener ça, tout en essayant de faire en sorte que le lecteur il y voit un peu que du feu, qu'il a l'impression que c'est naturel, parce que bien sûr dans une vie, tu as plein de trucs que tu peux raconter le matin, je me lave les dents, je prends ma baguette, mais toi, tu dois sélectionner en fait, tu dois faire un énorme travail de sélection, de qu'est-ce qui a été important, et comment tu vas le raconter. Et effectivement, pour ça, tu as besoin d'un squelette, tu as besoin d'une trame, et Frédéric m'avait demandé de faire ça. Ouais. Et il y a plusieurs aussi, c'est pas parce qu'une bio, c'est une bio que ça doit forcément être fait dans l'ordre chronologique, en passant par l'enfance, en passant par tout ça. Tu peux aussi raconter une histoire dans la bio. Tu peux aussi te mettre dans sa peau, te mettre par exemple dans un personnage qui repense à son passé avec des flashbacks, avec des choses comme ça. Ouais. Toi, t'es parti dans une construction plutôt standard, en tout cas pour ta première. Non, c'est un peu ce que tu dis, je suis un peu parti sur des flashbacks, c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais pas fait dans mes romans, mais je suis parti sur des flashbacks, et j'ai fait ça aussi sur Charles et sur Ayrton. En fait, j'ai suivi ça sur les 3 bios, parce que finalement, je me suis aperçu que c'était assez sympa de varier, justement, de varier les époques. Je trouve que c'est assez sympa. Et j'ai fait ça sur Fabio, mais les flashbacks, moi, ils sont du coup beaucoup basés sur... J'aime bien me mettre dans la peau d'une course. Donc sur Fabio, par exemple, j'ai commencé à raconter une course qui était importante pour lui, je saurais même plus te dire laquelle d'ailleurs, parce que j'ai pas une grosse mémoire, mais je me souviens que j'avais sélectionné une des courses qui était super à raconter, et je m'étais mis vraiment dans sa peau, et j'avais fait ce flashback, donc je racontais un morceau de la course, puis après je partais en flashback sur son enfance, après je racontais la suite de la course, je repartais un peu en flashback. C'est un peu comme ça que j'ai construit la bio de Fabio. Comme ça avait été cool, enfin je me suis dit que c'était assez cool, j'avais des bons retours sur ça, j'ai à peu près continué sur ce schéma-là sur les autres bios. En parlant des autres bios, la bio d'après c'était quoi, Charles Leclerc? Ouais. Là c'est par contre un projet plutôt personnel. Alors personnel non, après moi c'est l'éditeur qui m'a proposé le projet. Après c'est vrai que je lui avais déjà dit, enfin je lui avais laissé sous-entendre que, que Charles c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la personnalité, que j'admire beaucoup. Et puis en plus connaissant un peu, enfin je connaissais un peu en tant que fan l'histoire un peu avec les Bianchi, puis un peu l'histoire tragique qu'il avait. Et je m'étais toujours dit en fait, ça faisait un moment que je me disais avec Charles il y a vraiment moyen de faire un film ou quelque chose de super sur son histoire quoi. J'avais déjà ça en tête, et je l'avais plus ou moins laissé entendre à Frédéric. Donc après
naturellement, c'est vrai qu'il m'a proposé ça. Du fait qu'il avait bien aimé aussi la bio sur Fabio, je pense. Voilà, mais c'est pas moi qui ai choisi. Finalement, c'est un jour, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que Charles, ça t'intéresse? J'ai dit bah, laisse tomber complètement. Et là, encore une fois, parce qu'on a parlé de la construction, mais tout le travail de recherche, justement. Comment tu arrives à trouver les personnes qui vont pouvoir parler, dire la vérité? Parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent savoir, mais qui racontent pas les bonnes choses. Donc, comment tu arrives à sélectionner les gens qui vraiment ont la bonne information? Comment tu arrives à détricoter toute l'histoire de sa vie, les points peut-être, essayer de récupérer des informations que le grand public ne connaît pas? Comment tu fais ce travail-là? Bah, Frédéric déjà, donc Frédéric Veil qui est grand reporter RTL, puis aussi qui commande donc c'est pas mal de courses, donc il a des accréditations Formule 1 et puis aussi il est sur les courses de MotoGP. Il a énormément de contacts, donc moi il m'avait déjà donné des contacts. Par exemple pour Fabio, il m'avait donné le contact de son ancien manager, enfin de son ancien coach à Fabio. Oui. Pour Charles pareil, il m'avait donné par exemple le contact de Philippe Bianchi, d'autres. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les contacts des coachs quand ils sont petits, les pilotes, parce que finalement il y a beaucoup de choses. Enfin, ce qui est intéressant dans une bio, c'est aussi finalement, les courses et tout ça, c'est des choses qui sont assez bien relayées dans les médias. Et donc, c'est pas là-dessus que tu vas faire la différence sur une bio, parce que les gens qui veulent se renseigner. Par contre, là où les gens ils sont peut-être curieux, un des aspects, c'est aussi l'enfance, beaucoup, je pense. Moi, en tout cas, je trouve ça important. Je trouve que ton enfance, elle détermine beaucoup de choses dans ta vie, quelle que soit la personne que tu es. Et donc, c'est intéressant d'avoir des informations là-dessus. Et c'est vrai que des bonnes informations qu'on peut avoir, enfin, en tout cas, moi, que j'ai eu dans les bios, c'est de contacter les coachs quand ils étaient gamins, en fait, tout simplement. Donc, de Charles, j'ai eu comment il s'appelle, c'est Moni, je sais plus son prénom, un de ses premiers coachs quand il était en mini-kart, c'était Moni. Après il y a eu Ludovic Vev qui est assez connu dans les catégories cadets en karting par exemple. Sur Fabio c'est pareil, j'ai eu les Conti parce qu'il a commencé chez les petites motos qui étaient à l'époque les Conti. Que ça soit Fabio comme Charles, est-ce que tu as eu l'occasion de leur parler? Non, j'ai pas eu l'occasion malheureusement. T'as pas pu leur envoyer un mail? Si, bah après, par exemple pour Charles, je suis allé voir sa mère. J'avais essayé... Oui, voilà. Mais après, le problème pour Charles, c'est qu'en fait, même que ce soit pour Fabio, c'est qu'en fait, c'est ce que on s'appelle. En fait, c'est des produits. Pas pour les naturels, mais c'est des produits commerciaux en fait, en quelque sorte. Chaque story qu'il poste, par exemple, Frédéric me disait, si on prend Pierre Gasly par exemple comme exemple, chaque story qu'il poste, elle vaut 50 000 € ou je sais plus combien. C'est des influenceurs. Voilà, c'est des influenceurs. Donc il y a des managers derrière tout ça. Il y a des choses juridiques, des managers. Donc c'est. Ils sont sous contrat. Alors après, moi, je sais pas. Moi, je suis juste auteur, tu vois. Donc je laisse faire mon éditeur qui lui a tous les tenants, les aboutissants là-dessus parce que c'est une maison sérieuse. Voilà, qui a l'habitude de faire ça. J'ai plus parlé avec un de ses anciens managers, avec des personnes comme ça, avec par exemple Franck Anfosso qui était la personne qui rédigeait son blog, qui a fait un blog, c'était un blog qu'il a fait sur lequel il l'a tenu depuis que Charles est en karting, il a tenu toutes ses courses à jour et c'est son père à Charles qui lui avait demandé de faire ça. Donc lui par exemple, il m'a aussi donné, lui je l'ai interviewé plus longuement, d'autres personnes assez proches. Ok. Il y a aussi une bio Ayrton Senna. Alors là, par contre, on rentre plutôt dans l'histoire, dans l'archéologie. Il faut creuser pour trouver les bonnes informations. Il faut aussi, je pense, je me mets à ta place, trouver la vraie information, si tu as envie d'être le plus accurate possible. Alors ça a été très compliqué chez Senna. Parce que tout est romancé. Plus on part dans le passé, plus l'information pure, brute, elle est déformée, enjolivée. J'ai lu énormément de biographies et sur plein de points sur Senna. Je me disais dans ma tête, c'est un truc de fou parce que dans une biographie, ils disent ça s'est passé comme ça, et dans l'autre, ils disent non, ça s'est passé comme ça. Dans une, ils disent c'était comme ça. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, quel choix tu fais? Puis à un moment donné, faut bien faire un choix, quoi. Donc tu pars sur ce qui te paraît toi le plus plausible. Maintenant, c'est ce que je dis d'ailleurs au début du livre, il peut y avoir des erreurs, hein. Personne ne peut être sûr de certaines choses qui se sont passées, en fait. Donc tu te bases sur des choses qui ont été écrites à l'époque. Maintenant, si ces choses ont été écrites et que c'était faux, c'est compliqué de. Mais bon, après, tu essaies d'avoir des sources sérieuses, quoi. Forcément, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont eu eux-mêmes des sources sérieuses. Donc voilà, moi j'ai lu vraiment énormément de choses sur lui, des biographies aussi. J'avais à cœur de lire des choses en brésilien parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai la chance d'avoir mon oncle qui est marié à une brésilienne. Quand je lui ai parlé du projet, parce que du coup je lui en ai parlé pour avoir un peu sentir un peu le truc Senna au Brésil, tu vois. Et puis tout de suite elle m'a dit Senna, et puis en fait, ça voulait dire le séducteur, quoi, les relations qu'il a eues. Et j'ai compris en fait qu'auprès des femmes au Brésil, il était très connu aussi pour les histoires qu'il avait. Et chose que ça m'a beaucoup interpellé parce que j'avais pas cette notion-là du pilote, moi.
Moi, j'avais vu que des reportages sur le plan uniquement sportif, voire spirituel. voire spirituel. Et tout ça, c'est des choses qui m'avaient marqué quand j'étais gosse déjà, mais j'avais pas du tout l'aspect sentimental de sa vie Parce sentimentale. que c'est la belle image qu'on veut montrer, Voilà. c'est pour ça que je précisais ça tout à l'heure. Il y a le Sénat romancé, l'icône presque biblique, et il y a le Sénat superstar. Et Sénat superstar, jeune, beau, idolâtré de tout le monde, dit forcément à un moment femme, séduction. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que je précisais ces sujets-là, quoi. Ouais, c'est effectivement. Et donc ça, c'est un pan de sa biographie qui a été assez peu, en tout cas qui est assez peu connu en France, qui est très connu au Brésil, je pense. Mais en tout cas en France, on s'y est assez peu intéressé. Et du coup, je me suis dit, c'est un axe qui peut être intéressant aussi de creuser un peu pour les lecteurs français et les gens en France qui n'ont pas connaissance de ça, tout simplement. Ouais. Je te propose d'avancer un petit peu et de faire un petit focus sur Charles Leclerc. Ouais. En commençant, là pour le coup, on va essayer d'être chronologique. Ouais. Un petit peu son enfance, si tu peux nous expliquer un petit peu d'où il vient, ses influences. Ouais. Sachant qu'on a quand même ton livre qui est ici, qui est vraiment super sympa. Celui-là, on peut se le procurer ? Ah oui, tout à fait, c'est la réédition celui-là. Donc il y a Charles Leclerc le prodige qui a été édité l'an dernier avec une combinaison rouge, et puis là c'est la réédition de mon éditeur qui l'a réédité cette année. Donc il est sorti, en fait, la réédition est sortie il y a tout juste un mois, donc oui, on peut se le procurer sur les plateformes, dans les librairies. Chez City. Chez City, ouais. City Édition. Ok, très bien. Tu veux bien nous expliquer un petit peu Bah ouais, son enfance. Alors en fait, c'est ce que j'ai eu à cœur d'expliquer, c'est qu'en fait, le parcours de Charles, il aurait pas pu arriver là où il en est sans, je dirais, tout un ensemble de personnes qui ont gravité autour de lui dans le passé pour fabriquer son destin, en fait. Pour moi, son destin, il a été fabriqué par notamment la famille Bianchi, qui était en fait une famille avec qui Charles était très ami. Enfin, la famille de Charles était très amie avec la famille Bianchi. Donc ils allaient ensemble sur les circuits de Brignoles, faire du karting et tout ça. Jules Bianchi, qui a été champion du monde de karting et qui aurait dû être le pilote Ferrari s'il n'avait pas eu malheureusement son accident mortel au Japon. En fait, c'est en quelque sorte Charles qui a pris sa place. Donc son grand ami qui est Charles, en fait, il a pris sa place en quelque sorte, on pourrait dire, chez Ferrari. Et donc Charles, il est un peu l'héritier pour moi de cette famille. Et j'avais à cœur vraiment déjà de partir, avant même la naissance de Charles, de partir sur la famille Bianchi, de comment eux, ils ont fait pour arriver dans le sport auto, à faire autant de choses dans le sport auto, de génération en génération, parce que c'est une génération... la famille Bianchi, c'est une famille très intéressante, puisqu'il y a Jules qui a été champion du monde de kart, mais avant, il y a son père qui tient le circuit de Brignoles de karting, et puis il y a son grand-père et son oncle, donc Mauro Bianchi et Luciano Bianchi, qui étaient des pilotes du Mans, très connus, dont l'un s'est tué au Mans, et l'autre qui a eu un accident terrible où il a eu les mains carbonisées. Il raconte qu'il voyait ses propres os dans la voiture, et il a été hospitalisé pendant 2 mois de grands brûlés. Et ça, c'est des choses que je raconte dans le livre parce que je trouve ça hyper intéressant de se dire, en fait, l'héritage de Charles, il vient de ça, et ça s'est pas fait facilement, en fait, ça s'est fait dans la douleur, mais son destin a fait que, les choses ont fait que le fils, donc quand il a eu les mains brûlées, Mauro Bianchi, il a dit à sa famille, j'arrête le sport auto, j'arrête tout. Et son fils, pareil, il n'a pas voulu, donc Philippe Bianchi n'a pas voulu faire de sport auto par respect pour ça, pour pas que sa famille s'inquiète. Mais le petit-fils, Jules, lui, quand même, en a quand même fait, il avait une famille en même temps, il a fait du karting, il a été champion du monde, et puis il est devenu pote avec Charles, qui lui, roulait là-bas aussi. Et en fait, ils se connaissaient par leurs parents parce que le papa de Charles, Hervé Leclerc, il était pilote, enfin il a piloté en Formule 3, il a même roulé une fois à Monaco. Et d'ailleurs, il y avait un truc assez sympa cette année parce qu'il y a Arthur Leclerc qui a fait aussi le frère de Charles qui a fait sa première à Monaco, et puis ils avaient dit les 3 pilotes de la famille qui ont roulé à Monaco, donc c'était assez sympa. Cool. Mais ouais, Hervé Leclerc était un pilote qui aurait voulu percer, qui a fait l'école, c'était à la Chartre, je crois, enfin il était pilote d'une école de pilotage. La Châtre. La Châtre, ouais. Ouais, c'est la Châtre. Je crois qu'il n'y a pas plus petit circuit en France que la Châtre. Ah ouais, je suis jamais allé. Ouais, moi, j'ai déjà roulé à la Châtre. Ah ouais. Tu le plies en 30 et quelques secondes. Ah ouais, okay. C'est tout petit, mais effectivement, c'est une petite école de... Je sais pas si c'est des Formule 4, c'est des petites monoplaces, quoi. Ouais. Bon, et ouais, donc le papa de Charles, il était là-dedans et il voulait même... Son rêve, c'était d'avoir un camion, de vivre dans un camion rouge, d'aller de circuit en circuit, puis de se faire connaître, quoi. Est-ce que la famille Leclerc, à la base, c'est une famille aisée, très aisée, fortunée ? C'est quand même des monégasques. Donc, alors oui, dans l'imaginaire, on peut se dire que c'est des gens qui ont oui et quand non, même disons que ça c'est un sujet sur lequel je veux pas forcément trop développer, mais après oui, il y a quand même les manies qui sont derrière, il y a quand même une grosse entreprise qui est derrière, qui est une entreprise de plastique automobile. Voilà, après il faudra lire le livre pour en savoir plus, mais il y a effectivement des... On part pas de zéro, voilà, comme un Ocon par exemple. Oui, mais pas comme dans un Ocon. Okay. Voilà. Même si Charles s'est quand même débrouillé toujours tout seul, et ce que me disait Ludovic Veff par exemple, c'est que son père, il voulait pas financer en karting.
il voulait pas financer des 100 000 euros comme c'est le cas maintenant, où les pilotes de karting ils payent autant que des saisons de Formule 4. Ah oui. Son père ne voulait pas faire ça, il voulait qu'il se débrouille vraiment de lui-même avec un budget minimum pour voir si justement il avait du talent. Et en fait, Ludovic Vev me disait que même des fois, il voulait pas payer certains trucs, enfin il y a certains trucs qui étaient trop chers ou voilà, sur des sommes qui étaient pas si hallucinantes que ça. Donc il a commencé quand même de manière assez modeste, je dirais. Une famille de valeurs quand même. Mais une famille de valeurs, ouais. Oui. Ça, effectivement. Et bah, ça, c'est ça que j'aime beaucoup chez Charles aussi. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire sa bio. C'est qu'il y a des très grosses valeurs, très bonnes valeurs chez lui. Des choses que j'apprécie. Enfin, moi, il m'impressionne, Charles, c'est par ses valeurs et par son humilité. Et aussi par sa remise en question, sa capacité de remettre en question. Ça, pour moi, c'est une de ses plus grandes forces. Alors, certains le critiquent là-dessus. Je vois beaucoup de trucs circuler sur YouTube comme quand on dit qu'il est faible, qu'il est trop faible et tout. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, c'est une force énorme qu'il a d'être aussi humble et surtout de savoir autant se remettre en question. Moi, ça m'a choqué. C'était en 2019 où je sais plus quelle course où en gros, il s'était craché, enfin, il s'était planté lui-même. Je crois que c'est à Bakou, à mon avis, il s'est planté dans le mur en qualif. Et en fait, en interview, je m'attendais à ce qu'il râle, tu vois, à ce qu'il soit en colère. Un pilote, en fait, il a râlé, mais après lui-même. Il a tout assumé. Il a dit, c'est de ma faute. Je sais plus dans quel terme il a dit ça, mais en gros, il a tout pris sur lui. Et il y a très peu de pilotes qui disent ça. Beaucoup, ils vont dire, ouais, je me suis planté, il y a eu un problème mécanique, il y a eu le mec qui m'a rentré derrière. Non, Charles, ce que j'aime bien, c'est qu'il est hyper honnête. Et quand il lui arrive quelque chose, il va le dire avec vraiment... Il va même m'en faire plus contre lui que ce qu'il faudrait, en fait. Il est presque trop honnête, en fait, envers lui-même, on va dire. Mais je trouve ça assez... Enfin, en fait, je connais pas d'autres pilotes qui ont autant que lui cette qualité-là. Et pour moi, je le vois comme une qualité, vraiment. Pour revenir un petit peu sur la construction du pilote, premières armes en karting, comme tous ces pilotes-là, je pense. Il obtient des bons résultats, forcément, s'il arrive à se faire repérer. Première arrivée en monoplace, c'est quoi ? Je sais plus quelle année, 2013, il me semble, quelque chose comme ça. C'est en Formule Renault, de toute façon. Formule Renault, ouais. C'est en Formule Renault, ouais. Il a fait Formule Renault, FR3, Formule régionale. Après, il a fait GP3, GP2. Couronné de succès ? Est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a été vainqueur, podium ? Alors oui, il y a tout de suite eu des très bons résultats. Maintenant, il n'a pas gagné son premier championnat, je crois, de Formule Renault. Je ne sais plus combien il a fait, faut regarder. Ça doit être dans mon livre, son palmarès, il faudra qu'on regarde. Je n'ai pas tout retenu. Mais je crois que c'est sa troisième année où il gagne, où il est vraiment champion. C'est en GP3, où là, il a commencé vraiment à enchaîner. C'est GP3, GP2, où il a gagné les 2 années de suite. Et ça l'a vraiment propulsé. Mais... Donc il a fait GP3, GP2 et premier baquet en F1, c'était quoi ? Premier baquet en F1, c'était Sauber, du coup, 2018, je crois. Donc il a fait son premier baquet chez Sauber avec Fred Vasseur à l'époque. Donc, heureux hasard, on va dire. C'est clair. Et ouais, il a fait ses armes là-bas. Mais ils avaient déjà des liens Sauber avec Ferrari, en fait. Donc ils savaient plus ou moins que s'il y avait des bons résultats qui suivaient, il aurait une chance certainement après chez Ferrari. Donc c'était un peu un coup d'essai chez Sauber. C'est toujours un peu ça en Formule 1, de partir dans une écurie un peu moins cotée pour faire ses armes. Et puis clairement, après, rentrer par la petite porte, quoi. Ouais. Par contre, inversement, il a accédé très très rapidement l'élite de la F1. Ouais, ça a été une fusée. Ouais. Un peu moins que Verstappen, parce que justement, il était un peu en concurrence à l'époque avec Verstappen tout au long de sa carrière, c'est ce que je raconte. Sauf que Verstappen avait toujours un petit peu un an d'avance sur lui, souvent. Et puis lui, il est passé quand même plus vite, parce que Verstappen, il a franchi le palier. Alors, je sais plus quel palier il a franchi, mais il a pas fait la Formule 2. Lui, il est passé directement de Formule 3, je crois, si je dis pas de bêtises, directement à la Formule 1. Alors que Charles, lui, il voulait plus prendre son temps. Donc lui, il a fait 4 ans de monoplace, alors que Verstappen, si je dis pas de bêtises, il a dû en faire 2. Il a sauté un peu des étapes. C'est comme si Verstappen, il avait un peu sauté des classes, et que Charles était déjà un an un peu derrière. Et puis du coup, il s'est retrouvé il est arrivé en Formule 1 2-3 ans après Verstappen, en fait. Ce qui a vachement relancé la F1 ces dernières années, là, c'est Drive to Survive sur Netflix. Qu'est-ce que t'en penses, justement ? Toi qui t'intéresses aux pilotes, à la vie des pilotes, à leur vérité, quoi. Quand tu regardes cette série-là, est-ce que tu t'y retrouves ? Est-ce que tu comprends les choses ? Ou est-ce que c'est complètement romancé et c'est juste bien pour la télé ? Moi, après, je regarde pas tout de Drive to Survive. Par exemple, cette année, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé 1-2 saisons, enfin les premières notamment, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et puis voilà, j'étais vraiment curieux de voir ça, parce que tout le monde en parlait et tout. Et c'est vrai que non, moi je trouve ça bien, parce que je trouve que c'est une super idée de partir dans les coulisses. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans les biographies, parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens, avant Drive to Survive, les gens, ils voyaient des pilotes. Les gens qui connaissent pas le monde du sport automobile, ils se rendent pas compte de qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là. Ils voient le pilote qui a déjà accès dans Formule 1, ils se rendent pas compte du chemin de croix que c'est pour en arriver là. Et de la remise en question continue. Et puis des à côté, du sport qu'il faut faire, c'est des vrais athlètes, des voyages, des financements qu'il y a en jeu, des contrats, il y a tout un tas de choses qu'il y a dans les coulisses que les gens qui voient la Formule 1, ils voient que la course. Et c'est tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc moi, je trouve ça super de faire une émission où on voit un peu l'envers du décor. Pour moi, c'est une super idée. Alors après, c'est que ce soit critiqué parce qu'il y a de la romance, pourquoi pas, mais moi je suis pas contre la romance, parce que je trouve c'est par exemple, si on prend le film de Rush, avec Niki Lauda et James Hunt, pour moi ça a été, quand j'ai vu ce film, ça a été une révélation. Je me suis dit, enfin
pour moi un film vraiment qui te montre ce que c'est que le sport auto et que tu as envie de suivre, qui te passionne. Et pour moi, ça a été le meilleur film sur le sport auto avant qu'il y ait Le Mans 66 qui sorte. Alors les anciens diront peut-être qu'il y avait des trucs avec Steve McQueen et tout, mais j'en ai vu quand même des anciens films. Moi, je trouve que Rush reste pour moi la référence avec Le Mans 66 aussi. C'est un des premiers films, on va dire récents, qui permet de ressentir plutôt les émotions d'un pilote le dévouement, le niveau de dévouement. C'est ce que je pense aussi. C'est impressionnant. En fait, tu ressens vraiment que chez de très nombreux pilotes, ils vivent absolument pour ça. Il n'y a pas d'autre sujet dans leur vie. C'est le pilotage. Et c'est dans l'ADN. Voilà, c'est une part d'eux. C'est même pas un boulot, quoi. Ouais, c'est ce que disait Senna aussi. Il était très extrême là-dedans. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ce film, il était incroyable. Et c'est un film, du coup, qui a quand même... il y a un peu de romance dedans, forcément. Moi, je suis pas acheté la pierre sur la romance. Au contraire, c'est quelque chose que je me dis... Ce qui est intéressant, c'est de vivre des émotions. Si en tant que lecteur ou en tant que spectateur, tu vis des émotions, c'est ça qui est important, c'est de donner envie, de donner le goût, de s'intéresser à quelque chose. Parce que si tu racontes les choses de manière trop factuelle, en fait, au bout d'un moment, à part les passionnés qui sont déjà dedans, t'intéresses personne, tu te fais chier, quoi, entre guillemets. Donc, non, moi, je suis pas contre ça. Alors après, que ça plaise pas, forcément, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, ça a été romancé, ça s'est pas passé comme ça, qui vont pinailler sur certains détails. Mais pour moi, ce qui est important, c'est globalement de construire quelque chose. Et je salue toujours les gens qui construisent quelque chose parce que finalement, c'est toujours facile de détruire, mais construire, c'est quand même plus difficile en général que de détruire. Tu parles du fait que il n'y a pas besoin d'être dans l'ultra factuel et il y a une part de romance. Il y a le Charles Leclerc pilote, c'est indéniable. Mais il y a aussi le Charles Leclerc superstar, adulé, idolâtré. Est-ce que toi tu le décris dans ton roman ? Ouais, alors ça c'est une autre qualité de Charles, c'est qu'en fait on lui a dit tout petit, et c'est Jules qui lui avait dit ça, mais depuis tout petit, il a la conscience qu'il faut qu'il reste les pieds sur terre. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la personnalité de Charles, c'est qu'il n'a pas la grosse tête. Justement, comme je te racontais tout à l'heure, moi, quand j'étais en Formule 4, il y a vraiment des pilotes qui prenaient la grosse tête, avant l'heure en plus, qui avaient vraiment la grosse tête et qui étaient vraiment pas super sympas, pas respectueux de certaines choses et tout. Et Charles, lui, c'est quelque chose, c'est une des valeurs qu'il a depuis toujours, c'est justement de ne pas prendre la grosse tête, de rester les pieds sur terre, c'est ça son expression. Et je sais qu'il l'a encore, parce que quand on l'interviewe, il est super abordable. C'est ce que me disait par exemple Gaëtan Vigneron. J'ai eu la chance de donner mes livres à Gaëtan Vigneron, qui me disait que Charles est très abordable. Il va signer des autographes, il va être accessible. D'ailleurs, on le voit à Monaco, il y a plein de youtubeurs qui essaient de le filmer en permanence, ou d'essayer de filmer sa voiture, ou de le prendre comme ça. Et on le voit jamais désagréable. Et je pense que c'est une de ses forces aussi, de savoir rester les pieds sur terre. Je pense qu'il sait rester simple tout en sachant qu'il représente du prestige, il représente quelque chose d'exceptionnel, il représente Ferrari. Il a accès à tous les trucs les plus prestigieux du monde et pourtant il garde les pieds sur terre. Ok. Tu as une ou deux anecdotes intéressantes à nous partager sur la vie de Charles Leclerc ? Ouais, il y en a même plus, mais une que j'aime bien par exemple, c'est quand il se souvient, parce que je trouve ça émouvant et puis ça parle de l'enfance, ça peut peut-être tous nous parler, mais c'est quand il se souvient de quand il était tout petit avec Jules et que Jules avait déjà des accès avec Nicolas Todd et avec Ferrari et qu'en fait il l'a emmené visiter Maranello alors que Charles était encore tout petit en karting et il dit tiens je vais t'emmener, t'as qu'à venir avec moi, on va visiter l'usine Maranello. Sauf qu'à Maranello ils l'ont pas accepté parce qu'à l'époque il était pas connu, donc il s'est retrouvé assis à attendre pendant 2 heures que Jules y revienne de l'usine et lui il pouvait pas rentrer donc il était sur un parking sûrement assis sur un truc et puis il raconte qu'il s'est imaginé tout un monde comme si c'était le monde de Loompa Loompa dans Charlie et la chocolaterie. En fait il raconte ça Charles et je trouve ça amusant parce que ça représente en fait cette anecdote elle représente que quand t'es petit en fait t'es pris dans des trucs de grands que t'as envie de pénétrer parce que tes parents t'en parlent, parce que tu vois à la télé, mais t'as une conception tellement floue de qu'est-ce que c'est la vie réelle, de qu'est-ce que c'est un contrat, de qu'est-ce que c'est, tous ces trucs d'adultes qui finalement sont chiants quand en fait toi quand t'es gosse, t'as envie juste de piloter, de prendre du kiff en fait. Et moi je trouve ça bien de se ramener au plaisir pur, c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes bios, c'est de se ramener au plaisir pur et de l'essence première de ce pourquoi on fait les choses. C'est pas pour faire des contrats, c'est pas pour se prendre la tête avec des gens, c'est pas pour être dans le juridique, dans les sponsors, les sponsors c'est important bien sûr, mais au début tu fais ça pour le kiff. Tu fais ça pour l'adrénaline. Charles, il le fait pour ça aussi. On le sait, on fait tous ça pour ça. En fait, on est tous passionnés de ça pour ça, je pense. Et je trouve ça bien de revenir à l'essentiel. Et dans cette anecdote de Charlie et la chocolaterie, ça montre un peu la représentation que tu as quand tu es petit, où le monde des adultes, il te semble super flou. Et tu navigues là-dedans sans savoir un peu où tu vas. Et au final, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu poses des pierres, tu poses des compréhensions sur les choses. Et tu te fais ton propre idée de la vie. Et tu deviens adulte, entre guillemets. Peut-être si c'est ça la définition d'adulte. Mais donc cette anecdote-là, elle me semblait intéressante. Ouais, elle est sympa. Une petite dernière.
Une petite anecdote de course, quelque chose comme ça, un fait de course marquant, si tu en as en Anecdote tête. de course, c'est un peu ce que je raconte dans le livre peut-être, mais c'est la course de... Enfin, j'ai choisi, on parlait des flashbacks tout à l'heure, moi j'ai choisi le flashback de 2019 à Bahreïn, en fait, où Charles, il fait son premier podium. Parce que sur cette course, Charles, il a eu à un moment donné un problème moteur, alors qu'il devait gagner la course. Et en fait, il a quand même continué, mais son ingénieur, j'ai récupéré les enregistrements radio qu'il a eu avec son ingénieur, donc c'est hyper intéressant. À un moment donné, en 30 secondes, t'as Charles qui avait fait même pas un demi-tour sur le circuit, et t'as l'ingénieur qui lui dit radio moteur off, Charlie Tango 26, enfin je dis n'importe quoi, tu vois, mais qui lui donne les instructions pour régler son truc, et t'as vraiment l'impression qu'il devient un cosmonaute à ce moment-là, il doit gérer un truc comme s'il était à la NASA. Et puis du coup je dis un truc qui me fait marrer, mais au lieu d'être Houston, nous avons un problème, c'était Maranello, abbiamo un problemo, tu vois, je mets ça dans le livre, mais ça me fait marrer parce que on a l'impression que ça devient vraiment tellement technique aussi et technologique que ça devient un cosmonaute. Et puis cette course-là, elle était intéressante à raconter, je trouvais, parce que c'est son premier podium, mais ça s'est pas fait facilement. Il a dû gérer ce problème moteur. Il a eu la chance qu'il y ait une safety car, parce qu'en fait, son problème venait qu'il avait son unité électronique de puissance qui était en panne. Donc du coup, il perdait de la puissance. Et en plus, le problème, c'est que comme les réservoirs sont faits pour avoir la quantité exacte de carburant pour toute la course, bah lui, il perdait du carburant, en fait, plus que ce qu'il aurait dû. Et donc, il avait peur de tomber en panne. Donc, il devait faire ce qu'on appelle des lift and coast, c'est-à-dire à la fin des lignes droites, il devait lâcher l'accélérateur. Donc, tout un bordel dans le casque. Enfin, il aurait pu péter les plombs, il aurait pu faire tout un tas de trucs qui lui auraient ruiné sa course. Et en fait, il a réussi à tenir. Mentalement, il a été solide. Et à la fin, la chance, il a eu une safety car sur les 2 derniers tours qui lui permet d'économiser son fuel et de faire son premier podium où il a fini 3e. Donc, je trouvais que c'était vraiment une super course à raconter. Et... Après, j'avais noté 2-3 anecdotes. Il y en a peut-être une que j'ai oubliée. Ouais, c'est toujours intéressant les anecdotes. Sur mon truc, ouais. Ah ouais, l'hymne de la Marseillaise, ouais. Parce que Charles, il est fier d'être monégasque. Je m'en rappelle. Vas-y, raconte. Quand il a gagné en Formule 2, on lui a foutu... Et c'est pas que en Formule 2 d'ailleurs, parce que c'est arrivé en karting aussi. Oh. C'est arrivé déjà en karting quand il était tout gosse. Et en fait, mais bon, racontons en Formule 2, quand il était champion de Formule 2, l'année où il perd son papa, malheureusement. En fait, sur le podium, c'est la Marseillaise qui commence à chanter. Et Charles, on voit qu'il est un peu dégoûté quand même, parce qu'il est très fier d'être monégasque. Oui. Et du coup, ils ont dû mettre un blanc, retrouver le CD de l'hymne monégasque, parce qu'il n'y a pas tous les jours des monégasques qui gagnent non plus, de base, dans ce sport. J'avais vu la vidéo où t'as même les présentateurs, ils sont là, mais non, c'est une honte. Ouais. Et même Charles, il rigole, mais vraiment, ça l'emmerde quand on voit. Mais... Ouais, ça l'emmerde un peu dans le fond, je pense. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment the boulette. Hein. Ouais, c'est clair. Et ça lui était déjà arrivé en karting. Après, en karting, c'est un peu moins grave. En Formule 2, quand même, tu peux te dire que les gens, ils sont un minimum sérieux. Enfin, t'es quand même dans l'anti-shop de la Formule 1. Grave. Ouais, non, c'est clair, ça c'est vraiment une sacrée boulette. Hein. Si vous voulez en découvrir davantage, n'hésitez pas à lire ce livre, cette biographie. Moi, je vais la lire aussi avec grand plaisir. Je pense que je vais apprendre pas mal de choses intéressantes et je vais passer un bon moment. Merci pour cette partie Charles Leclerc.